Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour l'épisode 4 du podcast Les Artisans de la Réussite. Aujourd'hui, je reçois Vincent Grenet, qui fait partie du collectif du Hangar 0 sur Le Havre. Alors, attention, dans cette vidéo, il y a beaucoup de références sur la ville du Havre, sur ses acteurs. Donc si vous n'êtes pas du coin, forcément, il y a des petites choses que vous n'allez pas comprendre. Et pour les Havrais, vous allez retrouver beaucoup de choses que vous allez connaître dans cette vidéo. Petite particularité pour les personnes qui écoutent l'épisode en podcast. Je vais vous mettre uniquement la deuxième partie où on échange directement avec Vincent sur sa vision de la réussite à travers le Hangar 0 et à travers son propre parcours. Donc pour ceux qui écoutent en audio, on se retrouve directement avec l'échange de Vincent. Et pour tous ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous avez la petite présentation du hangar juste avant, qui va être très complète, très riche. Et pour ceux, je le répète, qui écoutent en podcast, n'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo sur YouTube si ça vous intéresse de voir la présentation du Hangar 0. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est très important. Et on se retrouve tout de suite avec Vincent. Salut Vincent, Bonjour. comment tu vas? Ça va Julien? Ça va impeccable. Bon alors où est-ce qu'on est là Vincent? Eh ben ici on est au Hangar 0. Ouais. Donc projet citoyen Havrais, laboratoire expérimental de la transition écologique, ouvert depuis 2019 dans le bâtiment, mais en projet depuis 2016. D'accord, ok. Alors Vincent, ce que je te propose, c'est que tu nous présentes un peu le lieu, que tu nous fasses Exactement. visiter, que tu nous dises un peu qu'est-ce qu'on peut faire ici, qu'est-ce que les gens peuvent venir faire, et ensuite on se posera un petit peu et on parlera un petit peu plus du fond du projet. D'accord. Et voilà, on va voir un petit peu ta vision des choses et de la vision de l'association sur la réussite. Ça te va? D'accord, bah, très bien. Donc Ok. le projet, est-ce que en 3 mots, je peux le resituer un petit peu dans Vas-y, l'espace vas-y. et dans le temps. Donc c'est un projet qui remonte à des suites d'Alternativa de 2015-2016. 4 personnes, dont 2 architectes qui étaient friands de tout ce qui est alternative pour et en faveur de la transition écologique sur le territoire, qui ont décidé de monter un projet autour de du réemploi, de la gouvernance partagée et puis des différentes initiatives citoyennes pour le territoire, pour et par le territoire, en faveur de la transition. Et puis D'accord. après, donc ça a donné suite à différentes démarches dont on pourra parler après. D'accord, ok. Donc Oui. ici, c'est principalement et avant tout un chantier. Donc comme on l'entend, on a du bruit autour, mais régulièrement, c'est un projet qui vit. Voilà, c'est plus aujourd'hui juste un projet sur le papier, hein, c'est bien un projet qui vit depuis 2016 dans le bâtiment depuis 2019. Ouais. Voilà, et qui a changé et a évolué d'une association de préfiguration à une entreprise de type SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. D'accord. On aura Donc l'occasion aujourd'hui, d'y revenir. c'est une vraie entreprise. C'est une vraie entreprise de la transition écologique, une vraie entreprise de type SAS, avec une particularité, puisqu'une SIC, en fait, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a vocation à faire vivre et cohabiter dans un même outil administratif et juridique des citoyens, des entreprises indépendantes, des auto-entrepreneurs, des associations et également des collectivités territoriales. Donc c'est là où tout l'enjeu se présente dans les SIC. D'accord, ok. Voilà. Bon, Donc, écoute. bienvenue sur le premier chantier de réemploi de France. Ok, bon bah merci Vincent. Tu me suis? Bon bah écoute, je On te y va? suis, tu me présentes Allez, un let's petit go. peu le lieu. Très bien. Donc, on peut commencer donc par la boutique qui est juste là sur notre droite. Donc, la boutique est le premier espace commercial qui a ouvert en mai 2021. On aura l'occasion d'aller à l'intérieur. Si vous voulez bien, on va balayer. Et si tu veux bien, on va d'abord balayer l'ensemble des espaces. Et puis après, on peut retourner dans les espaces pour que le spectateur puisse se projeter dans le bâtiment Ouais, c'est qui ça. est assez grand. Donc là on peut voir que vous avez réutilisé des conteneurs en fait. C'est ça. Donc Conteneurs ici, maritimes. ici des conteneurs maritimes que l'on appelle les conteneurs de dernier voyage. Et donc il faut savoir que ça c'était déjà le deuxième plan, puisqu'au premier plan ça devait être de la charpente qu'on aurait récupéré chez le transporteur Elia. Et puis finalement pour des questions d'assurance à l'époque où c'était encore tout neuf et tout frais le réemploi entre guillemets, c'était encore très jeune dans les démarches administratives, juridiques et assurantielles.
Finalement, ça a fini par ne pas se faire pour la charpente bois, et donc il a fallu au collectif trouver une nouvelle solution qui était finalement le container, puisque Hangar Zéro étant l'ex-hangar Q, donc un hangar d'import-export de différentes marchandises, alors si je ne dis pas de bêtises, café, coton, bois, le container, forcément, c'est aussi une valeur sûre finalement de ce lieu, puisqu'en effet, c'est l'activité maritime, l'activité portuaire. Et donc, le hangar fait, lui, interface ville-port, puisqu'on est à la fois sur le port du Havre, pour certaines autorisations d'ailleurs, pour tout ce qui est côté bassin, et puis à la fois propriété de la ville pour le bâtiment lui-même, d'ailleurs, dont le collectif est locataire pour une durée de 20 ans sur un bail emphytéotique administratif. Donc la spécificité, c'est qu'en fait, on a tous les devoirs et les droits d'un propriétaire, à savoir la réfection du bâtiment, faire les travaux, mais également avoir des liens et créer du lien au quartier avec les citoyens, et puis pouvoir intégrer ce projet dans la ZAC, donc la zone d'action concertée ici, de manière à ce que les 9 programmes immobiliers qui sont autour puissent bénéficier de leur lieu de vie. Voilà. Donc on est à la fois entre la phase projet et puis le lieu de vie, et à chaque fois on va balancer comme ça, entre les deux, parce que c'est un projet qui est en fait ouvert, et dans la petite histoire, il y avait une trentaine de friches qui étaient à réhabiliter dans l'appel à projet Réinventer la Seine, dont le hangar fait partie. Et le hangar Zéro est aujourd'hui le seul à être ouvert et en co-construction, sur cette façon de faire, puisque tous les autres sont toujours à l'étape de projet, l'étape de financement, l'étape de finalisation administrative, alors que le choix du hangar Zéro a été de dire on monte le projet, en même temps on cherche les solutions et les capacités de le financer, mais on a besoin de le faire vivre au quotidien et de démontrer que c'est un chantier participatif en permanence. D'ailleurs, on l'appelle un peu le chantier à l'infini. Alors ça, faut pas trop le dire, mais en effet, c'est un peu la réalité du projet. C'est un chantier sans fin. C'est un chantier sans fin parce que même si un jour celui-ci devient fini, il y aura toutes les nouvelles avancées, toutes les nouvelles expérimentations, les nouvelles ressources également, puisqu'il faut savoir que ce qu'on a ici à l'intérieur pour aménager le hangar, c'est principalement des matériaux de réemploi. Donc avant d'être des matériaux de réemploi, c'est bien souvent alors soit des ressources qu'on qualifie de ressources avant qu'on ne les qualifie de déchets. C'est pour ça que j'hésite sur les mots, parce qu'en règle générale, de nombreuses entreprises, industries ou autres, les qualifient assez facilement de déchets. Alors que finalement, c'est quand même des choses qui peuvent être réutilisées, des matériaux qui peuvent être détournés de leur usage premier pour en faire justement, pour leur donner un nouvel usage. L'idée même du container, qui peut être une brique de construction finalement, parmi d'autres, dans laquelle on peut venir aménager des espaces d'entreprise, des espaces de commerce, mais également certains en font des habitations également. Il y a la cité ad hoc juste à côté des étudiants, et puis il y a plein d'autres projets désormais dans les containers. Donc en fait, c'est vraiment ça le cœur du projet. Comment les matériaux ont un nouveau devenir, quand bien même ils ont été amenés à un moment donné à être qualifiés de déchets ou nouvelles ressources. Donc ici, tout a une deuxième vie en fait. Exactement. Ici, l'enjeu, c'est ça. C'est la deuxième vie de ces matériaux, la deuxième vie de ces potentielles ressources qualifiées déchets au démarrage par un certain nombre de personnes ou d'acteurs du territoire. Et nous, c'est comment finalement réactiver des filières, puisqu'on en est là aujourd'hui, c'est comment réactiver des filières de nouveaux métiers, des filières d'usage. On peut prendre la filière bois, par exemple, sur laquelle travaillent activement mes collègues de Permac, qui est la plateforme d'échange de réemploi de matériaux de construction. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet, puisqu'en effet, quand on source en fait des matériaux, au démarrage, on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver. Et quand on nous sollicite aussi pour aller voir des matériaux, en général, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Quand tu dis on source des matériaux, c'est quand tu cherches des matériaux de... En fait, il y a les deux formats. C'est-à-dire qu'à la fois, parfois, nous, on est amené à chercher des ressources, des matériaux. Donc, on va essayer de voir un petit peu dans les industries ou les entreprises partenaires ou les entreprises... C'est ça que tu appelles sourcer. Ça, c'est sourcer, voilà. Ça veut dire, nous, on est en recherche, on est en quête. Par contre, parfois, on est aussi sollicité, nous, pour qualifier des matériaux, savoir ce qu'on pourrait en faire, si oui ou non ça pourrait être réutilisé, si oui ou non ça peut être des matériaux de réemploi, et surtout, comment on peut faire en sorte qu'ils n'aillent pas à la poubelle. C'est surtout ça le gros sujet. Voilà. Donc en effet, la boutique, si tu veux faire un petit tour directement dans la boutique, tu peux. Qu'est-ce que vous vendez dans cette boutique ? Je vais te le présenter directement. Donc la boutique, en fait, c'est une boutique qui est amenée à vendre et qui permet de proposer différents produits, donc aussi bien des produits artisanaux, de créateurs locaux, faits main, bien souvent à partir de matériaux aussi ou de matières premières de réemploi. L'idée, c'est vraiment de partir là-dessus. Donc là, on a aujourd'hui, Elisabeth, combien on a d'artisans ? Une bonne dizaine d'artisans créateurs aujourd'hui. Donc on a également Artisans du Monde qui est présent dans la boutique, donc qui est une association également implantée à Harfleur et qui suit le projet du Hangar Zéro depuis le démarrage. D'accord. Donc qui est implanté ici même. On peut
voir un petit peu tous les articles Donc là, proposés. c'est que des gens qui font ça niveau localement. Enfin, c'est que des C'est gens ça, du c'est coin. que des gens qui sont soit implantés localement, soit qui ont des activités directement chez eux, de manière à pouvoir créer. Donc c'est cette particularité de la boutique aussi qu'on veut démontrer. C'est que c'est une boutique à temps partagé, une boutique mutualisée. D'une part parce que on sait bien que de nombreux créateurs pendant leur création n'ont pas forcément de temps à dédier au commerce. Et donc l'idée de cette boutique, c'est justement de mutualiser un outil commercial, un outil d'exposition, puisque c'est avant tout aussi de l'exposition. Bien évidemment que chacun veut et souhaite vendre, mais c'est aussi être en capacité d'être la vitrine de ces artisans créateurs du territoire. Donc en général, ça tourne, hein. Il y a quand même un turnover des différents artisans ici. On a démarré avec pas loin de 17 créateurs, co-créateurs sur la boutique. Et puis de fil en aiguille, de mois en mois, parfois certains retrouvent un travail à côté parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur activité. Parfois, les projets personnels, professionnels sont amenés à être modifiés pour diverses raisons. D'autres, eux, font connaissance du hangar zéro et donc souhaitent s'implanter ici dans les hangars zéro. Et donc, comme on le voit ici, et comme certains, à mon avis, sur le Havre le reconnaîtront, cette boutique, elle a déjà subi 3 modifications. Il faut savoir qu'avant, cette boutique, c'était l'intégralité de cet espace, et je te ferai visiter l'autre espace qui a été modifié dernièrement. Mais en tout cas, cette boutique a connu différentes situations déjà. Il faut savoir que c'est aussi le premier espace qui a ouvert, donc avoir une boutique sur un chantier, évidemment que c'était un pari fou, c'est toujours un pari fou. Donc voilà, il faut souligner quand même cet investissement personnel de l'ensemble des créateurs. C'est plutôt ce qu'on aurait mis d'habitude à la fin ou une fois que tout est fini. C'est ça, mais nous on s'est dit pourquoi pas un levier commercial pour démarrer l'attractivité du lieu, puisque je sais que c'est un mot qui est souvent utilisé, mais en effet c'est pourquoi pas surtout permettre à ces créateurs, avant de parler d'attractivité, permettre à ces créateurs d'avoir un vrai lieu dans lequel présenter leurs produits, puisqu'en effet c'est ça le vrai projet de fond, c'est-à-dire qu'en effet on a proposé l'outil boutique dès le démarrage, l'espace boutique pour leur permettre évidemment de s'implanter très rapidement. Après, ce à quoi on s'est confronté, c'est qu'évidemment le hangar zéro n'est pas sur un quartier passant, c'est pas un quartier de centre-ville et c'est pas une place forte sur laquelle ça fait un peu office de rond-point et où tout le monde passe. C'est vraiment un choix en général où voilà une prise en tout cas les personnes qui viennent au hangar zéro font le choix de venir où on a entendu parler et souhaitent le découvrir. Et donc en effet pendant plusieurs mois à l'an, on n'avait pas encore le restaurant. Et donc, on s'est trouvé avec une boutique qui vivait seule sur un chantier 100% la semaine. Donc, en effet, c'était assez compliqué au démarrage. Donc, certains ont réussi, voilà, à se réinventer l'activité. Certains ont réussi aussi à perdurer et continuent à croire en cette aventure. D'autres ont souhaité partir pour d'autres raisons. Mais évidemment, il y a une vie dans cette boutique. Et en tout cas, l'équipe du Hangar Zéro, l'équipe d'animation fait tout son possible pour évidemment soutenir ce super commerce de proximité. Et globalement, Vincent, en 6 mois, je suis créateur je suis créateur. Je veux vendre mes produits ici. Comment ça se passe? Eh ben, très clairement, tu viens à notre rencontre, tu vas souvent croiser les artisans créateurs de la boutique et puis on va prendre tes coordonnées. On va regarder ensemble ce que tu proposes, évidemment voir un petit peu si les valeurs sont partagées, si évidemment aussi en tant que créateur, tu as bien pris conscience quelles étaient les valeurs du Hangar Zéro sur ça, donc sur les différents piliers que j'ai certainement cités tout à l'heure, qui sont zéro déchet, zéro laissé pour compte, zéro carbone. Donc l'idée c'est de ne pas être 100% parfait, évidemment on sait bien que personne n'est parfait et qu'aucune activité ne l'est, mais par contre d'avoir l'idée de tendre vers. Donc ça c'est vraiment les piliers fondateurs du lieu, c'est toujours de se dire comment on fait pour améliorer la situation, comment on fait pour finalement consommer moins, changer nos modes de consommation, changer nos modes de fabrication, changer nos modes de prise de décision et autres. Et donc cette boutique en est un outil exactement, en est également un outil puisque en fait ici comme c'est mutualisé, évidemment on soumettra également ta candidature à l'ensemble de l'équipe d'animation du lieu, l'équipe de coopération et puis évidemment l'équipe aussi des artisans créateurs de la boutique. Voilà, faire en sorte aussi que tout le monde puisse trouver sa place, puisque en effet, malgré tout, on reste aussi avec, quand on est dans un commerce, qu'on propose diverses activités, parfois il peut y avoir un peu le sentiment de concurrence qui s'installe aussi, bien que on soit dans un monde artisanal. Voilà, parfois on peut se retrouver peut-être sur des créations un petit peu connexes, un petit peu similaires, et donc il faut être vigilant aussi pour que chacun puisse trouver sa place. Voilà, en effet, la concurrence, elle a aussi des points positifs, mais il faut aussi savoir bien l'animer pour que chacun puisse trouver son rôle, trouver sa place, trouver son public aussi, et trouver ses acheteurs évidemment pour pouvoir en vivre.
Voilà. Donc juste derrière moi, tous les produits artisans du monde, donc commerce équitable, qui travaillent avec donc différents pays, de manière à soutenir justement le développement de produits bio, de produits équitables, de produits qui respectent voilà les personnes qui produisent donc le café, qui produisent les graines, qui produisent le sucre. Donc ça nous tient à cœur. Il faut savoir d'ailleurs que la cantine des bénévoles s'alimente régulièrement pour le café des bénévoles, pour le sucre et pour divers petits produits du quotidien auprès d'artisans du monde, puisque c'est aussi ça la coopération mutualisée, c'est de se dire ok, c'est peut-être un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver ailleurs, mais c'est avant tout le devoir que se donne la coopérative de faire fonctionner ses résidents. Voilà. Je dis pas qu'on est 100% blanc sur tout et 100% ok sur tout, mais en tout cas, on tend toujours à se redire attention à ce qu'on a bien fait appel à nos artisans créateurs locaux, à ce qu'on est en capacité aussi de consommer tout ce dont on a besoin chez eux, et à ce que voilà, ça fait partie et ça respecte les valeurs qu'on a essayé de poser au démarrage. Voilà. Donc également ici pas mal de sculptures. On voit différentes petites productions bijoux, confections, mains et autres. Et puis ensuite, on a différents produits également autour de la couture. Donc là, on voit un autre artisan, donc Éric Lefebvre, qui lui propose de la confection à base de chutes de cuir, à base de chutes de jean. Donc ça, c'est proposé par Éric Lefebvre pour l'atelier du carreau. On a ensuite quelques produits alimentaires également, le miel, qui sont proposés par des apiculteurs qui habitent de l'autre côté de l'eau. Donc différents miels également. De la confection de bijoux ici. Voilà, une œuvre artistique qui a été ici directement réalisée pour le Hangar Zéro. Donc le logo du Hangar Zéro en pointillisme. Donc c'était une des anciennes artistes résidentes du Hangar Zéro. Et puis derrière toi, Julien, l'arrière-boutique. Donc voilà, qui elle propose un certain nombre de produits ménagers, produits du quotidien, produits pour la salle de bain. C'est des produits du quotidien avec diminution d'emballage, avec des productions responsables, avec justement du vrac. Donc on peut venir ici avec sa propre bouteille de verre, sa propre bouteille de lessive, la remplir directement sur place, la recharger et faire en sorte justement de diminuer nos contenants jetables à la maison. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et régulièrement, donc Céline qui tient l'arrière-boutique renouvelle ses produits. Et donc, quand je disais tout à l'heure qu'elle a déjà subi 3 déménagements, elle a fait déjà 3 espaces différents dans la boutique. D'accord. Voilà, donc on peut continuer encore un petit peu le tour de la boutique. Ici, on a les créations de Marie-Hélène en céramique. Et puis, juste ici, des créations à base de voiles ou d'anciennes voiles et matériaux nautiques, donc de la part de Régine. Et donc, c'est typiquement dans l'air du temps, puisque en étant au Hangar Zéro, on est juste à côté des docks et donc à côté du village de la Transat Jacques Vabre, sur lequel vous allez certainement pouvoir déambuler. Donc voilà. Donc voilà un petit peu. J'espère n'avoir oublié aucun créateur. Je pense pas. Bah, pour tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, si vous êtes créateur, si vous êtes du coin et que vous vous retrouvez dans les valeurs du Hangar Zéro, n'hésitez pas à venir ici. Et que vous cherchez un espace. Voilà, n'hésitez pas à venir ici pour proposer vos produits. Exactement. Donc on continue la boutique parce que j'appelais justement avant l'ancienne boutique qui est ici et qui est devenue en fait un espace salle de réunion, salle de conférence et puis salle d'atelier surtout, puisque en fait ce qui fait aussi cœur du projet, c'est d'avoir des espaces mutualisés, des espaces partagés pour un certain nombre de partenaires, de manière à pouvoir y organiser différentes actions, des ateliers type atelier d'automne, fresque du climat, des réunions de travail qui sont justement dans tout ce qui est résilience de territoire, économie circulaire. Les entreprises qui viennent et qui vont louer aussi ces espaces cherchent aussi à changer leurs pratiques et puis à faire évoluer leurs pratiques et aussi à démontrer ou à montrer à leurs collaborateurs aussi d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre le modèle de l'entreprise sur le territoire. Et puis aussi, au travers de la location d'espace, soutiennent évidemment ce projet de territoire qui effectivement met du temps à se faire connaître, met du temps à être pérenne dans ses activités, mais en tout cas, de jour en jour, s'étoffe et voit son activité se développer davantage. Donc ça, c'est un espace qui est déjà en location. C'est ça. Donc il est tout frais celui-ci. Il a été fini fin août, début septembre, et donc on a déjà eu
plusieurs locations sur cet espace. Et puis, donc, c'est un espace modulable. On a ici, on essaye d'avoir des tables qui soient pliantes, des chaises qui puissent justement être modulables, de manière à ce que ça soit à la fois un espace de réunion, mais également un espace qui puisse être vidé totalement si on a besoin de faire des activités debout ou autre. On peut redisposer tout comme on veut. Et puis, exactement. Voilà, ça c'est une disposition type, mais on n'est pas obligé de la garder comme celle-là. Voilà. Très bien. Donc je vous propose de continuer la visite du hangar. Donc ensuite, là, on va arriver dans ce qu'on va appeler l'agora, et puis surtout la grande allée passante. Donc là, on voit que c'est aussi un lieu de stockage temporaire, puisqu'en fait, toutes nos activités sont amenées à être modulées au quotidien. Donc là, on voit les tables, les chaises du restaurant, parce que on est sur des week-ends, et les week-ends, c'est événement au hangar 0, du jeudi au dimanche, bien souvent. Oui, ce qu'on dira juste après, mais du coup, il y a aussi un bar. Voilà, je vous laisse la surprise, on finira par ça. Ouais. Et en effet, on a des activités bar, restaurant, événementiels, dans lesquelles on peut organiser aussi bien de la restauration du quotidien de 8h à 17h tous les jours. Donc, vous pouvez venir boire votre café tous les jours à partir de 8h30. Et puis, organiser des événements, apéros et autres, les soirs, apéros d'entreprise, after work, comme on les appelle dans le jargon commun. Et puis, des soirées concerts, soirées conférences, soirées événements, soirées slam comme ce soir. Et puis également des gros concerts, comme on a eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. Et notamment le week-end dernier, donc, qui était le lancement de la campagne de crowdfunding. On a eu la chance de recevoir le voisin du hangar 0, qui n'est autre que Little Bob, qui est désormais officiellement parrain du hangar, comme c'était déjà promis depuis quelques années, mais avec un beau concert des Shovelheads qui a eu lieu la semaine dernière, et on les en remercie encore. Donc voilà. Donc on arrive sur ce qu'on appelle l'agora. Donc l'agora, l'agora, c'est la place de vie, la future place de vie du lieu, justement où un certain nombre d'activités pourront se passer, aussi bien des activités de réunion, de conférences, de quotidien, d'exposition. Et donc actuellement, c'est plutôt la place des matériaux, puisque effectivement, pour aménager ce lieu, que tu pourras certainement filmer un peu de haut en bas, et si on se tourne un petit peu, effectivement, on va voir l'ampleur du chantier. Et donc, voilà, on voit quand on va jusqu'au fêtage qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux dans ce bâtiment. Et ce bâtiment, il faut savoir qu'on l'a eu à 900 mètres carrés rez-de-chaussée, et à terme, une fois totalement aménagé, il en fera à peu près 2700 mètres carrés, sans compter les 1200 mètres carrés extérieurs de jardin et autres activités manuelles extérieures. Tu sais combien on a de hauteur là Oui, le fêtage est à 16 mètres et le dernier plateau 8 mètres. Et on pourra monter au travers de notre visite, on va y aller. Donc voilà. Donc tout ça, toutes les cellules qui sont là, oui, ça va être aménagé aussi à l'intérieur. Exactement. Exactement. Et donc ça là, sera quoi la destination? Alors la destination des étages, c'est principalement des activités professionnelles. Donc de ce côté-là, imaginez au démarrage plutôt des ateliers de production mutualisés, partagés, de manière encore une fois là à optimiser les ressources, c'est-à-dire optimiser les matériels, optimiser les investissements aussi pour les artisans créateurs, de manière à ce qu'ils puissent partager aussi l'ensemble de ces matériels, puisqu'on sait que pour s'installer en tant qu'artisan créateur, bien souvent ça nécessite aussi beaucoup d'investissements, que ce soit en temps, comme en matériel et donc en financier. Et donc l'idée là ici c'est plutôt de mutualiser ça, parce qu'on sait aussi que des outils qui ne sont pas utilisés régulièrement, ça finit par tomber en panne ou autre, et dans un esprit de décroissance, ou en tout cas d'essayer d'optimiser les ressources et de diminuer les déchets, évidemment que la mutualisation des outils en fait partie. Donc voilà. Et donc de ce côté-là, pour finir sur les espaces, normalement ce sera tout un plateau, tout un côté de plateau, donc dans les étages bien sûr, toute une série de plateaux ou espaces de réunion, espaces de travail pour que des entreprises locales puissent s'installer aussi bien en espace partagé que en espace plus long terme. Donc c'est des entreprises qui loueront ça au mois régulièrement. Et puis il y a également d'autres projets intermédiaires qui régulièrement viennent bousculer le projet. Donc ça après, évidemment, c'est comme ça que vit le hangar 0 aussi. Il y a eu ce que l'on a écrit en 2016, ce qui est faisable depuis 2019 dans le bâtiment, et puis ce que les rencontres provoquent aussi une fois qu'on est dans ce bâtiment. En fait, ça peut encore évoluer. Évidemment, voilà, ça peut encore évoluer, mais on a bien évidemment un modèle économique aussi à tenir derrière, qui fait qu'en général, voilà, on re-questionne ça pour savoir si effectivement les nouvelles activités proposées, sont conformes avec ce qu'on a initialement écrit et peuvent apporter évidemment du plus et de la valeur ajoutée au projet du hangar. Voilà. Donc sur le rez-de-chaussée, si on peut finir un petit peu les activités, je vais essayer de vous les balayer. Donc autour de l'agora, qui sera donc la place forte de vie du hangar. À terme, ce sera ici une salle polyvalente qui est l'actuelle métallerie en fait du bâtiment, puisqu'il faut savoir que toutes les armatures métalliques que l'on peut croiser un peu partout, donc au-dessus de nous on a la nouvelle passerelle, on a également ici tout le renfort IPN des containers
et autres passerelles dans le hangar ont été soit soudées ou dimensionnées sur place à partir bien souvent de matériaux de réemploi. Donc on verra tout à l'heure les passerelles qui ont été entièrement refaites sur place par mes collègues. Ici, on peut voir là au passage un petit peu les plans, les projections du lieu. Donc comme ça permet d'y voir un petit peu plus clair sur ce que seront les espaces. Oui, donc les espaces utilisés pour les entreprises. Exactement, voilà, avec différents étages. Donc là, on voit bien tout un système de coursives également entre les différents espaces, de manière à pouvoir déambuler. Et donc sur les différents étages, voilà, différentes vues, aussi bien vues projetées que vues directement en plan. C'est vraiment un grand espace. Je ne sais pas si on se rend bien compte en vidéo. Ouais, on va le voir de là-haut quand on va monter. Mais c'est vraiment immense. Donc voilà, donc là on bascule du coup là sur l'espace menuiserie, qui sera une menuiserie partagée. Et donc là encore, des anciens planchers pour en faire des établis. Ici, un combiné flambant neuf pour justement permettre de réaliser toutes les pièces bois dont on a besoin, notamment les escaliers, puis tout un certain nombre de modifications que l'on a besoin de faire sur place. Ça va rester une menuiserie partagée. Ça reste une menuiserie. Vous en êtes servi pour le chantier? Pour l'instant, on s'en sert pour le chantier. On l'aménage au fur et à mesure. Et bientôt, elle sera clôturée de manière à ce que ce soit une menuiserie aussi à destination des citoyens, avec des cours, des formations, des sessions comme ça, partagées avec entre 5 et 10 personnes accueillies, avec parfois des projets individuels, peut-être de création de meubles ou de mobilier ou autres œuvres en bois, avec Fabrice qui est l'actuel salarié donc du hangar et qui anime cette menuiserie actuellement et qui, dans les mois et années à venir, devrait animer cette menuiserie. Voilà. Donc ça sera vraiment actif quand? Est-ce que tu sais Ça, après, c'est toujours un peu... encore c'est toujours un peu fonction des différents projets, de ce qu'on peut réussir à réaliser, et puis aussi des ressources humaines et financières, puisqu'il faut savoir, en effet, tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de projets hybrides. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le lieu est animé par une 60aine de bénévoles au quotidien, et a réussi à embaucher jusqu'à environ 14 personnes jusqu'à mi-août dernier. Et puis aujourd'hui, a dû réduire un petit peu la voilure pour des raisons de financement, mais de stratégie financière, on va dire plutôt, depuis le 18 août, de 6 à 8 salariés. Donc en fait, voilà, tout le projet entreprise, tout le projet d'envergure Hangar Zéro se monte à la fois entre les bénévoles et les salariés, de manière à pouvoir conduire l'ensemble des activités. Et puis en fonction des différents espaces dont on a besoin. Donc là, la priorité actuellement est mise sur effectivement finir les salles de réunion, finir les plateaux à louer, et puis évidemment aussi mettre toutes les forces vives sur les événements, le restaurant, l'activité bar et donc l'activité de transition alimentaire également, pour faire en sorte qu'effectivement on soit autonome aussi sur cette partie financière qui permet d'alimenter le reste progressivement, le reste du lieu, et surtout de co-construire comme ça le modèle économique. Donc ça, on y reviendra également après. Donc la menuiserie, avec ses différents outillages évidemment derrière nous. Et puis on verra aussi d'autres réalisations déjà faites à partir de ça. Donc ensuite, on continue à visiter le lieu. Donc là, toujours l'Agora, avec différentes expositions ici, du stockage de matériel et de matériaux, plein de radiateurs récupérés. Là, on peut voir, si tu veux te pencher un petit peu, les photos du bâtiment du Hangar Zéro avant qu'il ne soit en l'état d'aménagement actuel. Donc on voit les premiers chantiers, les premiers coups de pelle aussi pour les chantiers terre, les essais, quand on a fait poser aussi les armatures métalliques pour l'ouverture des façades, puisqu'il faut savoir que le bâtiment, on a eu 4 murs et un toit entièrement refait, et ensuite c'est nous qui avons, c'est le collectif du Hangar Zéro en tout cas, parce qu'on évite de dire nous et vous, puisque le projet a vocation à ce que tout le monde soit nous. C'est tout le monde. Voilà, tout le monde soit nous. Voilà, donc le projet, effectivement, le bâtiment a été livré avec 4 murs et un toit. Et en fait, après, le collectif a fait faire l'ensemble des travaux nécessaires, aussi bien des travaux de réseau qu'on ne voit pas, qui sont directement intégrés à la dalle avant même qu'on ne pose les containers et autres, que d'autres travaux d'aménagement, donc comme les ouvertures de façade, la pose des fenêtres, que l'on peut voir un peu sur toutes les extrémités du bâtiment, de manière à pouvoir lui donner et lui apporter toute cette luminosité naturelle. Donc pour continuer les espaces, là on arrive sur un espace qui est en cours d'aménagement, qui est celui de Havre de Verre. Donc Havre de Verre, qui est une association déjà installée sur Danton, qui est une association qui fait du lombricompostage, de la revalorisation de déchets, ce qu'on pourrait qualifier de déchets alimentaires, mais de fruits et légumes invendus, fruits et légumes moches ou fruits et légumes abîmés. Voilà. Et donc ici, ils vont en faire un atelier dédié à la transformation de fruits en fruits secs. Donc ce sera principalement des fruits secs qui seront traités ici. Ils ont fait le choix d'ailleurs d'une porte qui s'ouvre entièrement, de manière à pouvoir vraiment bénéficier de cette rue
pour en faire bénéficier aussi les personnes qui viendront, les passants, les habitants du quartier, à participer directement aux ateliers. Voilà, c'est vraiment tous les espaces essayent d'être le plus ouverts possible sur l'ensemble du lieu, de manière à ce qu'on puisse mutualiser l'ensemble. Oui, parce qu'on a vraiment le centre du bâtiment qui est, comme tu dis, c'est une allée de passage avec différents lieux. Et là, c'est la rue de quartier, en fait, entre les programmes immobiliers qui sont de ce côté-là, le BCMO derrière et les autres habitations qui sont en train d'être réhabilitées. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu ce lieu de passage permanent qui permette à tous les riverains de s'approprier le bâtiment, en effet, et le projet. Donc ici, on a la cantine des bénévoles. Donc voilà. Donc cette cantine qui nous est chère puisque tous les jours 10 à 15 bénévoles peuvent y déjeuner. Donc le repas est offert par la coopérative de manière à pouvoir aussi permettre à chacun de s'attabler autour d'une grande tablée conviviale et surtout permettre à l'ensemble des personnes qui fréquentent le chantier, qui amènent leur coup de main, qui donnent leur coup de main et qui amènent leur énergie au projet de bénéficier du repas directement. Donc ça depuis le début du projet. Et donc en effet, là encore, on essaye de mettre en place justement tout un certain nombre d'actions autour du réemploi et de l'anti-gaspi, et donc d'essayer avec nos partenaires alimentaires de trouver des fruits, des légumes, soit à bas coût, soit directement en don, mais également dès qu'on a connaissance de matières premières qui vont être amenées à être jetées, eh bien évidemment on essaye de les retravailler ici et de les cuisiner pour nous les bénévoles ici, pour l'ensemble des bénévoles. Et donc régulièrement, voilà, il y a aussi donc au travers de l'asso LH Anti-Gaspi, de la mise en place de différentes recettes. Et puis on essaye aussi comme ça d'animer ce lieu coopératif. Et donc le cœur du projet, voilà, la coopération toujours. Voilà. On peut continuer vers cet autre espace. Donc encore une fois, on traverse l'Agora. Et donc là, on est sur l'atelier de terre crue. Donc ça, c'est un gros chantier sur le bâtiment. Puisque pour grosso modo 900 mètres carrés de rez-de-chaussée, il faut savoir qu'avec l'ensemble des murs qu'on a à couvrir, ça va représenter, selon l'architecte, pas loin de 5000 mètres carrés d'enduit terre fait à la main. Voilà, donc vous allez voir tout à l'heure les réalisations, c'est assez dingue. Donc ici, il y a différentes thématiques, c'est-à-dire que d'abord, il y a souvent un tamisage de la terre qui est fait, donc comme on voit, si tu veux venir voir un petit peu les granulométries. Alors, messieurs, dames de la terre, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de chantier terre, mais j'ai quelques souvenirs quand même de ce qu'on y faisait et de ce qu'on y fait. Et en tout cas, voilà, il y a tout un certain nombre d'opérations. Donc la terre, on la reçoit brute. Souvent, c'est de la terre d'excavation qui est tamisée ici sur un grillage. Donc celui-là, c'est souvent aux alentours, je crois, celui-ci de 6 mm. Donc c'est-à-dire que c'est pour faire après du gopti. Et le gopti, c'est la couche d'accroche sur le liège qui permet à la terre de bien tenir. Donc la terre, en fait, ça fait office d'isolant naturel. Pour venir remplacer tous les matériaux type placo et autres. Alors certains espaces sont revêtus de placo parce que c'est les normes qui nous y obligent. Souvent c'est les espaces de production alimentaire dans lesquels on met du placo et puis des choses imputrescibles. Mais en tout cas c'est uniquement parce que ces espaces le nécessitent pour un nettoyage régulier. Et après tous les autres espaces qui ne nécessitent pas ces obligations, en tout cas on fait en enduit terre. Voilà. Donc là, par exemple sur... on ne voit pas, mais oui, bah là, derrière. Si, juste derrière l'Agora, là, derrière la cour des matériaux, là, on voit de l'enduit terre, et puis ce sera encore plus probant derrière. Voilà, donc ici, toutes les opérations s'y font, et souvent, il y a pas loin de 2 à 3 couches différentes, donc 2-3 matières différentes. Donc, on peut regarder un petit peu dans les poubelles, là. Donc, tout ça, les poubelles, on a les différentes matières ici. Donc là, on a de la terre déjà tamisée, hein, on voit comme ça, là. Donc, je sais pas si on voit bien la caméra. Ensuite, ici, on a de la sûre, qui est utilisé pour le deuxième enduit. Donc là, c'est plutôt l'enduit d'accroche, donc dans lequel ils vont venir mettre de la sûre, parce que la sûre, ça va permettre de faire le liant aussi, au même titre que le carton, et à plusieurs reprises. Donc il y a eu plusieurs recettes, et c'est pour ça que là, je disais, je suis pas forcément très fin connaisseur désormais, parce qu'il y a plusieurs recettes. Et tu vois, comme on peut voir là, il y a plusieurs granulométries de terre, il y a plusieurs granulométries de sûre, en fonction de l'enduit qu'on va en faire. Et là, tu vois, il y a encore de la terre tamisée ici. Voilà, et on voit bien terre tamisée. 0,6, Voilà, 0/6. Et donc là, c'est des préparations prêtes à être appliquées directement. Donc à chaque fois, on a les enduits. Voilà, par exemple ici de l'enduit de corps. Là, on a alors probablement de la barbotine. Donc la barbotine, c'est ce qui vient recouvrir, on le verra dans les étages, les toiles de jute. Donc qui permettent aux toiles de jute de tenir sur les panneaux polystyrène et autres. Là, on a de la pouzoulane. Donc ça, c'est pour d'autres expérimentations. La pouzoulane, c'est ce qui est utilisé par l'aquaponie. Papa également derrière qui a servi à ça. Et donc ici, tout l'équipement nécessaire évidemment pour travailler l'enduit terre, les boîtes à œufs notamment,
aussi pour des enduits, les sacs toiles de jute. Parce que les boîtes à œufs, du coup, les boîtes à œufs sont aussi mises sur le mur. Alors pas directement, mais en fait ils s'en servent pour faire des recettes, puisque ça fait du liant. Au même titre que le carton, au même titre que la sueur, en fonction des recettes qu'ils souhaitent avoir et de l'enduit qu'ils souhaitent produire, voilà, ils vont utiliser différents matériaux. Et puis c'est ça aussi l'idée du hangar, c'est-à-dire on projette un espace, on projette des recettes, mais on se dit aussi voilà quelles sont les ressources qu'on a sous la main. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'abord projeter l'espace uniquement et se dire on va produire, il va nous falloir acheter ça. Non, c'est plutôt l'inverse. On dit qu'est-ce que nous avons qu'est-ce qu'on peut faire sous avec la ça main. Donc là, typiquement, lieu en plein centre-ville. Donc le carton avec tous les commerces, évidemment. À un moment donné, il y a eu des cheveux. Les boîtes à œufs, évidemment, parce qu'il y a plein de restaurants. La sueur, parce que notamment là, maintenant, on a directement de la sueur de la menuiserie. Mais il faut savoir qu'on a aussi un partenaire qui nous suit depuis des années, qui est le Comptoir du Bois, qui nous donne régulièrement de la sueur. Et donc, en effet, voilà, on est aussi en capacité finalement de réutiliser les déchets d'autres partenaires qui travaillent d'autres métiers sur le Havre. Donc voilà. Donc là, on retraverse à nouveau l'Agora. Donc là, on a notre petite recyclerie puisqu'on essaye aussi d'être sur le tri des 7 flux. Donc quand on dit 7 flux, c'est aussi travailler en amont de la déchetterie ou des centres de recyclage et donc faire en sorte que nos déchets soient les mieux triés possibles. Alors, avant qu'ils soient emmenés. Avant qu'ils soient emmenés à la déchetterie. Voilà, et puis faire en sorte aussi qu'on en ait le moins possible. Bon, voilà. Là, actuellement, on doit être à peu près à un voyage déchetterie à la quinzaine ou au mois. Donc, vous voyez, c'est pas si gros que ça en termes de... Non, on était plutôt à un semaine, quinzaine avant, mais maintenant, on est plutôt à un tous les 15 jours, un mois. Parce que... Ce qui reste très peu par rapport à l'envergure du chantier. C'est ça, exactement. Donc, on va déjà se faire un petit stop là. Pour voir la vue. Au R+1, voilà, pour voir un petit peu la vue. Donc voilà, donc ici, on voit bien la passerelle qui est juste en face de nous, qui va servir aussi de passerelle d'accès pour les différents plateaux. Et encore une fois, tout ce qui est ici est principalement de réemploi. Donc le plancher, on pourrait croire qu'il est neuf. En effet, il est neuf, mais c'est déjà un second choix. C'est-à-dire que c'est des planchers qui ont été déclassés. Donc voilà, donc nous on les réutilise pour faire du plancher ici et ça nous a permis également de les toucher, en tout cas de les acheter à un coût un peu plus intéressant. Tous les garde-corps qui sont ici sont recoupés entièrement à dimension et refaçonnés. Donc comme on peut voir ici, pour que ensuite l'escalier qui vient du rez-de-chaussée de la salle polyvalente puisse venir dans les étages. On a donc ici toute une série de matériaux qui sont stockés. Donc à savoir des plaques de faux plafond, des anciennes plaques un peu type mélaminé premium qui viennent de l'abbaye du Valas si je ne dis pas de bêtises, du bois stocké, différents luminaires également, de manière à pouvoir justement imaginer l'aménagement des espaces par la suite. On a du polycarbonate également. Donc tout ça c'est les matériaux qu'on récupère. Et ici on a aussi des chutes de plancher du gymnase de Beauville. Voilà, donc on pourra voir et qui est coloré, jaune et autres. Et donc pareil, donc ça c'est assez intéressant. Donc là on a différents espaces. On a notamment là on va dire l'espace de travail très temporaire de Permac, le temps qu'il l'aménage. Donc Permac, plateforme d'échange de réemploi de matériaux de construction, qui s'est montée notamment pour conduire ce projet du hangar zéro. Donc ils se sont montés conjointement. Quand le hangar zéro a été écrit, très vite les architectes se sont dit il nous faut un outil de sourcing des matériaux de réemploi. Pourquoi pas créer la première ou l'une des premières plateformes, donc Permac, plateforme échange, réemploi, matériaux de construction. Et cette plateforme, elle est destinée à tous ou... Oui, bien sûr. Donc principalement aujourd'hui orientée professionnelle évidemment, mais un certain nombre de particuliers commencent à en avoir connaissance également et donc peuvent progressivement s'approvisionner auprès de cette plateforme. Alors en effet, on a énormément de sollicitations. Parfois, on a aussi peut-être un peu de manque de temps pour répondre à l'ensemble des demandes. Et ça, évidemment, on le déplore, mais on fait notre maximum pour y répondre. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Permac, c'est entre 3 et 6 personnes, et dont uniquement 2 personnes sont salariées, et tout le reste sont des personnes bénévoles ou qui donnent de leur temps pour monter cette plateforme. Donc en effet, c'est souvent des projets qui sont aussi en plus de jobs ou en plus d'autres emplois qu'on a déjà, parce qu'on sait que c'est des temps longs et qu'en effet, pour monter ces plateformes, ça nécessite aussi des fonds d'amorçage ou en tout cas du temps et de l'investissement de manière à pouvoir conduire l'ensemble des projets. Ici, on arrive dans les différents espaces. Donc ici, par exemple, dans le bureau de la coopérative, donc qui a été aménagé très succinctement puisque lui, il remonte à peu près à déjà au moins 2 ans. Et donc là, c'était vraiment le container brut avec, on va dire, l'électricité, des portes, des anciennes portes qui font office de bureau. Et puis, comme on voit, des planches qu'on nous avait données, de la corde, et voilà, on en a fait c'est un des premiers lieux qui ont été montés et qui a déjà subi plusieurs réaménagements fonctionnels pour le lieu.
Ensuite, on arrive sur les plateaux, donc les fameux plateaux qui vont être à terme aménagés pour en faire des plateaux de location à destination des entreprises. Et donc actuellement, donc ça c'est notre grande tablée, on va dire, de travail pour les bénévoles. Donc on peut venir aussi par là, puisqu'il y a aussi un certain nombre d'outils qu'on peut voir affichés ça et là sur les murs. Donc par exemple ici notre tableau et notre matrice, on va dire, de tâches à effectuer. Tâches importantes et fortes, savoir combien de personnes sont sur telle ou telle tâche, est-ce que tout le monde a la capacité de le réaliser et quelles sont les priorités ou les tâches à prioriser en fonction justement de nos différentes thématiques et échéances. Donc en effet, c'est un grand hangar bien organisé quand même quand on le voit comme ça. Hein. Ça pourrait paraître comme ça un chantier très désordonné, mais en effet, dans tout ce qu'on fait, on essaye quand même de cadrer toutes nos activités et de faire en sorte de trouver justement les outils, par nous-mêmes aussi parfois, pour justement nous permettre d'organiser au mieux nos activités qui défrichent qui sont à défricher quasiment à chaque nouvelle thématique. Donc voilà, on peut prolonger un petit peu et on va avoir visu donc sur les enduits terre notamment dans un premier temps. Ouais. Voilà, qu'on voit ici. Donc ça, c'est les enduits de finition qu'on regardait un petit peu en bas. Voilà, donc on voit un petit peu la granulométrie très fine. Hein. Et donc ces enduits terre, ils ont une vocation aussi technique à répondre à une norme pour les incendies. C'est-à-dire que comme en dessous c'est du liège, ils doivent permettre, en cas d'incendie, ils doivent permettre une couverture au feu pendant 30 minutes. Voilà. Donc ici, on aperçoit, et on pourra aller visiter ensuite, les installations de l'aquaponie. Ouais, l'aquaponie, on en parle juste après. Et l'enduit, tu as combien d'épaisseur là, de terre Alors, je crois que c'est entre 2 et 5 cm en fonction des espaces. Voilà, et je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est 2 à 5 cm de. Et du coup, niveau résistance thermique, c'est aussi efficace que... Oui, thermique et phonique aussi. Et on va aller voir justement des espaces et tu vas t'en rendre compte très rapidement par toi-même. Je peux vous faire voir un autre espace aussi déjà aménagé très succinctement, mais en tout cas qui donne une belle projection de ce qu'on peut faire de containers. Et puis au passage, tu peux voir aussi des belles fresques réalisées par un jeune étudiant qui est passionné de dessin et qui, au travers de ses dessins, se concentre et s'adonne à son plaisir voilà, de dessin. Donc ici, c'est le container de l'association LH0, donc qui s'occupe notamment en grande partie d'aider le hangar 0 à pouvoir accueillir l'ensemble des stagiaires, l'ensemble des alternants, et puis qui aide à construire aussi toute la politique du lieu autour de l'éducation, de la formation, et aussi sujet insertion et autres. Donc voilà, c'est très important ici. Et donc ça, c'est un des premiers espaces qui a été aménagé notamment, puisque LH0 est on va dire, l'association fondatrice, entre guillemets, du lieu, le hangar 0. Donc il y a une association et la société coopérative aujourd'hui. Voilà, on a les deux outils. Et là, toute une cour des matériaux à nouveau qui sont soit donnés, soit expérimentés, soit réutilisés pour en faire d'autres choses ou à vendre également, puisque progressivement aussi, voilà, on essaye de mettre à disposition ces matériaux en vente. Ici aussi, un outil très intéressant, puisque tout à l'heure, je parlais de l'importance du hangar dans le quartier. Et en effet, ce qu'on voit là, c'est tout un travail de lien au quartier qui est en train d'être établi par mes collègues. Et donc, l'idée, là, c'est d'aller vers les habitants, d'avoir reproduit ici notamment une carte qui se dit carte sensible. Donc, l'idée, c'est d'aller vers les personnes, d'aller vers les différents lieux de quartier et d'aller à la rencontre des habitants pour savoir un petit peu comment ils vivent leur quartier, comment ils vivent leurs activités au quotidien, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Donc il y a aussi normalement une bâche qui vient dessus avec toute une série de témoignages. Et puis, donc là, on peut revoir aussi sur cette fiche, donc au travers du lien de quartier, l'ensemble des collèges de la coopérative qui sont repris avec les différentes actions que nous sommes en train de mener. Donc en effet, là, c'est la carte mentale des projets en lien avec les quartiers. Donc on a 6 collèges ici, collège agriculture urbaine pour tout ce qui est production jardin, collège alimentation, donc là plutôt Havre de Verre, le restaurant, la cantine des bénévoles, la transition alimentaire, l'économie circulaire de l'anti-gaspi et autres, probablement des marchés solidaires qu'on imagine aussi pouvoir s'implanter dans l'agora. Le collège artisanat boutique, donc qui finalement est bien dans la continuité aussi. Le collège architecture qui lui s'occupe plutôt de tout ce qui est justement aménagement des espaces, mais pas que. Le collège communication. Donc là, l'idée, c'est communication événementielle liée au développement du lieu et bien évidemment, assez centrale du projet, le collège éducation,
puisque au travers de toutes les actions que mène le Hangar Zéro, évidemment, il y a tout un axe de formation, de transmission, puisque comme tout à l'heure je précisais qu'il y avait une 60aine de bénévoles, il y a un certain nombre de personnes qui sont à la retraite et qui viennent au travers du Hangar Zéro transmettre leur savoir-faire, compétences à des populations plus jeunes. Et parfois l'inverse également, des jeunes formés sur de nouvelles techniques viennent aussi transmettre leur formation et puis leur savoir-faire à d'autres personnes qui, elles, sont peut-être plus éloignées de telle ou telle thématique. On pourrait prendre par exemple le numérique, on pourrait prendre les enduterres où il y a certaines spécialisations à avoir. Donc voilà, c'est comme ça, c'est intergénérationnel, ça vit comme ça. Et c'est ce qui fait la diversité de ce lieu. C'est ça, c'est des échanges permanents et qui font de ce lieu justement un lieu de vie hyper riche, puisque voilà, on pourrait dire que ça va de 7 à 77 ans comme certains jeux de société, mais c'est presque le cas, voire bien plus. Donc là, on voit encore de l'enduitaire évidemment. Et donc là, on arrive sur le 4e niveau. Voilà, un des niveaux que j'apprécie énormément, puisqu'en fait, on a visibilité sur cette fabuleuse charpente. Voilà, charpente Eiffel d'origine du bâtiment, voilà, qui est propre à de nombreux bâtiments de type hangar sur le Havre, et donc qui souvent sont mis en réfection, justement pour conserver cette belle charpente métallique. Voilà. Magnifique. Donc là, ici, en effet, et je trouve que ce lieu, justement, est chargé en énergie, en tout cas avec cette luminosité, régulièrement. En tout cas, moi, c'est les premiers effets que m'a fait ce lieu quand je suis arrivé, c'est-à-dire que la luminosité, la lumière naturelle, et puis tout ce mélange, voilà, briques, métal et autres, apporte quand même quelque chose de très chaleureux, je trouve. Voilà. Et donc là, on arrive dans un espace typiquement en cours d'aménagement, et là, on a quasiment toutes les étapes possibles et visibles. Donc là, on part d'un mur brique, si on regarde sur ma gauche, Julien. Donc on part du mur brique initial du projet, initial du bâtiment, pardon, sur lequel on vient poser donc ces fameuses briques, grosses briques de liège, et sur lequel ensuite l'enduitaire est appliqué au fur et à mesure. Donc voilà, on a également juste à côté du liège les façades et donc les parois intermédiaires des espaces faites en bois, à partir de ensuite plaques de polystyrène, donc les plaques de polystyrène qu'on retrouve souvent dans les différents espaces, institutions, CPM, CAF et autres institutions publiques, voilà, et sur lesquelles, voilà, au fur et à mesure, en fait, mes collègues viennent appliquer donc des sacs toiles de jute, donc comme on le voit là, sacs toiles de jute trempés dans la barbotine pour directement les fixer au bois, puisqu'en fait là sur le polystyrène ou autre, c'est difficile de faire tenir à la terre, donc il a été imaginé plutôt un système de toile de jute tendue sur les parois et accroché directement aux parois bois pour venir en fait calfeutrer toute la partie polystyrène et autres, quoi. Voilà. Encore une fois, ici, dans cet espace, un certain nombre de matériaux de réemploi que l'on peut voir, les luminaires, qui sont adaptés directement à la structure, faire en sorte aussi de démontrer que le réemploi, voilà, c'est pas juste de la seconde vie, c'est pas juste on prend du matériau soit déjà utilisé et ou parfois abîmé. Non, le réemploi, ça a de la gueule aussi. Voilà, on est en capacité de le démontrer, et le Hangar Zéro a cette force aussi d'être vitrine de toute cette capacité à réaménager avec des matériaux autres et surtout des matériaux réutilisés. Voilà. Donc ça sera un espace de travail aussi ? Exactement, voilà. Et donc on va aller voir sur un autre espace, encore une autre étape, celle du plancher, dans laquelle justement on a aussi toute une série d'opérations techniques qui sont faites. Alors attention, ici il ne faut pas tomber, donc ici c'est pas encore ouvert au grand public, hein. Je te fais visiter parce qu'on est en mode chantier, mais voilà. Et donc là on peut descendre et on peut voir que sous le plancher, en fait, on a tout un système d'électricité directement passé enseigné dans les fameuses plaques de faux plafond qui, elles, servent d'isolation phonique et thermique au sol. Et donc, c'est ça aussi l'expérimentation, c'est qu'habituellement, ça, c'est des choses qu'on trouve en plafond. Oui. Et là, finalement, nous, on les met en interplancher. Donc, il y a un premier plancher bois, 2 couches de plaques de faux plafond, et ensuite, à nouveau, un plancher bois sur lequel on vient mettre un sol de finition. Donc, ça pourrait être de la moquette, ça pourrait être du sol souple, du parquet et autres. Et là, ce que j'aime bien dans cet espace, c'est vous montrer, en fait, l'ensemble des enduitaires qui sont possibles. Donc ici, on est sur de l'enduitaire à base de paillettes de lin, donc voilà, qui est très doux, hein, si tu veux toucher au passage, tu vas voir que c'est très agréable à toucher. Au-dessus, donc là, suite à une petite mésaventure de mobilier qui a brûlé dans le terrain, c'est du charbon qui a été utilisé et directement mis en enduitaire pour donner cette couleur vraiment noir, gris, marron. Voilà.
Et ensuite, ici, un enduit à base de poudre de marbre qui est encore plus douce. Voilà. Et dans lequel, là, il y a des graphitos. Donc ça, c'est aussi le côté ludique et le côté esthétique aussi, esthétique, de démontrer que l'enduit terre, en fait, c'est chaleureux, c'est beau, c'est naturel. Ça a des vertus techniques. Et puis, ça a aussi, quand même, voilà, une capacité à être très beau. C'est super visuellement. ce mur pour voir les différentes. Exactement. Donc là, on les a. Par exemple, tu vois, il y a eu un petit échantillon qui a été refait à l'identique. Voilà, avant que le mur ne soit fait, ça avait été produit comme ça, de manière à voir ce que ça pouvait donner. Et donc là, c'est effectivement Pélagie, donc une de des personnes qui est passée sur le hangar, à la base bénévole, puis qui ensuite s'est spécialisée dans l'enduit terre, qui a, je crois, travaillé sur l'ensemble de ces technicités avec l'équipe permanente du hangar quand même, hein, je dois le dire. Frédéric, Laurence, Christian et un certain nombre de jeunes ou autres bénévoles qui viennent régulièrement, qui ont œuvré à la production de ces différents murs. Puisque ça, c'est du travail de fourmi et souvent du travail invisible. Donc je tiens à le souligner dans cette vidéo. Tu le fais bien, oui. Il y a énormément de travail invisible qui fait que ce lieu peut se construire de jour en jour. Voilà. Et donc là, un petit plancher sympa et puis des marches et des escaliers assez atypiques, puisque là, c'est des anciennes plaques de bois dans lesquelles il y avait des numéros. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, des numéros de lot ou autres de série. Et finalement, on s'est dit que c'était assez sympa de les garder. Ça faisait l'originalité. Voilà, ça fait l'originalité de cet escalier. Donc voilà. Là, de toute façon, tous les étages ne sont pas ouverts au public pour l'instant. Non, c'est ça. Ce sera ici des espaces, plutôt des espaces bureautiques. Donc voilà. Et en fait, j'ai souhaité vous faire voir cet espace avant de vous faire voir un espace finalisé dans lequel vous allez bien voir un petit peu quel sens ça prend. Là, on peut ici regarder et en tout cas avoir une vue d'ensemble sur le projet. Ouais. Donc là, en effet, on voit bien les fameuses passerelles métalliques dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse passerelle au milieu à base de plancher bois et directement métal produit sur place. Il faut savoir que cette plateforme qui traverse d'un côté et de l'autre le hangar 0 pèse 1 tonne. Et a entièrement été dimensionné sur place, puisque c'est là l'équipe de Didier et Jean-Paul, des bénévoles aussi réguliers sur le chantier, qui ont le savoir-faire du travail du métal et du bois et qui l'ont réalisé avec Hubert pour justement la mettre en place directement ici. Donc ici, il y a énormément de savoir-faire dans le bâtiment et c'est ça d'ailleurs un peu la magie de ce lieu, c'est que un certain nombre de savoir-faire et de compétences se rencontrent au fil du projet et font en sorte que ce projet puisse vivre. Et c'est assez magique d'ailleurs, ça, puisque des fois on se dit « Ah, il nous manque cette compétence-là ». Et pour X ou Y raison, finalement la surprise et où la magie nous fait la surprise de nous amener la personne qui est opérationnelle directement sur ces sujets. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et là, juste à droite, si on jette un œil également, on a un grand espace qui fait pas loin de 120 mètres carrés une fois entièrement fini. Et on a tout un système de planchers. On voit bien donc les containers qui sont en dessous, qui servent de cases sur lesquelles on vient installer des planchers. Et donc il y aura des planchers tout autour des containers jusqu'au muralière bois. Donc on aura une très grande surface directement ouverte, puisqu'il faut savoir que les derniers étages ne seront pas cloisonnés. Ils seront directement visibles sur... il y aura juste des garde-corps. Voilà, il y aura juste des garde-corps. Et l'idée, c'est aussi d'avoir finalement ce chauffage naturel. Certains espaces seront chauffés et ces derniers espaces ne seront pas chauffés. Déjà parce qu'ils sont très hauts et puis parce que comme ils seront ouverts, il n'y a aucune vertu, il n'y a aucune nécessité à les chauffer. Et en tout cas, ils bénéficieront du chauffage de l'ensemble du bâtiment qui en plus bénéficie d'une serre, bénéficie de la luminosité naturelle et puis de 2 cheminées et aussi normalement à terme d'une pompe à chaleur qui viendra alimenter les radiateurs fonte du hangar 0. Donc attention. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait les radiateurs qui étaient. Exactement. Donc les radiateurs fonte qu'on voit en face ne sont pas là pour faire beau, mais sont bien des ressources. Tout à l'heure. Voilà, ils sont tout au fond. Juste au centre, par ici. Exactement, c'est ça. Donc ça, ils sont stockés depuis très longtemps et sont là pour justement ensuite être mis en place et bénéficier de cet apport calorique de la pompe à chaleur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui. Là aujourd'hui, les seuls espaces chauffés sont la boutique et le restaurant au feu de bois. Voilà, c'est tout, et 1 ou 2 radiateurs électriques d'appoint dans le bureau et les espaces qu'on utilise ponctuellement, donc comme la cantine. Mais c'est vraiment, ça reste très restreint sur l'année. On en a besoin pendant peut-être 3-4 mois en Normandie, surtout quand il fait humide et froid l'hiver. Mais sinon, ici, on a plutôt vocation à mettre un pull supplémentaire ou 2-3 polaires et puis un bonnet. Et puis ça se passe bien, voilà. Au pire, on se réchauffe autour d'un bon plat au restaurant ou à la cantine. Et puis c'est là que fait corps le côté collectif, quoi. Voilà. La cantine et le café sont des moments très importants, ici au hangar 0. Et puis l'apéro, bien évidemment, le soir, mais ça réchauffe le corps plus raisonnablement. Voilà.
Et donc ici, on est sur un grand plateau aussi qui à terme sera entièrement planché jusqu'au fond. Pareil, avec des planchers bois et autres. Donc on voit là l'usage des containers en mode Lego, grande construction évidemment. Et en tout et pour tout, il y a 32 containers qui ont été ici intégrés dans le hangar, un par un. Ils n'ont pas été passés par la toiture, ils ont été rentrés un par un par la façade sans toucher à la façade. Donc avec un système de grosses roulettes pour les faire rentrer au chariot élévateur et ensuite les positionner un par un. Donc c'est là encore une personne qui est là dans le projet depuis très longtemps, Julien, qui a positionné tous les containers un par un dans le bâtiment avec Brice et Steven, deux personnes qui sont sur le construire et qui ont fait tout le dimensionnement, qui ont posé les différents tracés pour justement faire en sorte que tout soit bien installé dans le lieu en fonction des plans qui avaient été prévus. Voilà. Et là, on va se rendre dans un des plateaux qui est quasi prêt à louer et qui progressivement s'aménage. Et donc là, hop, j'allume au passage pour que vous voyez un petit peu. Donc ça résonne peut-être un petit peu, mais là on voit toutes les expérimentations. Par exemple, ici des anciennes portes sectionnelles qui font office de placo et de cloisonnement. Ici, les anciennes plaques que vous avez vues un petit peu tout à l'heure, qui sont des anciennes, qui sont des anciennes plaques qui ont été utilisées dans l'abbaye du Valas, qu'on utilise ici finalement en revêtement mural. Ici, donc, le début d'une fresque bois. Donc l'idée c'est de venir casser aussi un petit peu le côté peut-être phonique et puis aussi donner quand même une âme à cette pièce, donc à base de chute de bois du chantier, et on le verra encore plus dans le restaurant tout à l'heure. Donc ça c'est souvent l'œuvre de Steven, un des architectes du lieu et l'actuel président du Hangar 0 qui aime proposer cette fresque architecturale à base de chute de bois qui donne beaucoup d'âme aux pièces. Et donc ici, on arrive dans un des fameux plateaux aménagés, entièrement aménagés. Et donc là, comme tu peux le sentir, il n'y a pas de chauffage. Oui, et je pense que je te laisserai dire que effectivement, la sensation est très agréable. C'est très chaleureux. Voilà, il y a de la terre partout sur les murs. Il y a des plaintes de bois à base directement de bois brut. Donc ici, c'est vraiment les matériaux qui vivent. Et donc les anciennes portes sectionnelles au mur. Et puis finalement, on voit aussi les motifs. Alors moi, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps par une personne qui est venue visiter le lieu. Enfin, je l'ai appris, je m'en suis rendu compte finalement, que les motifs ici reproduits sont finalement les motifs que l'on peut retrouver sur les bâtiments Saint-Joseph. Donc c'est un peu le clin d'œil à toute l'architecture Saint-Joseph sur les murs. Et donc ces murs, on voit bien qu'ils ont un peu blanchi. Et comme on disait tout à l'heure, il y a eu de la poudre de marbre et puis certains ont essayé de les nettoyer. Et puis on a vu qu'en mettant de l'eau, parfois ça tombe, mais ça donne un style et puis on les laisse comme ça. Et donc voilà un petit peu le rendu du plateau. Et dans ces plateaux, là pour l'instant ponctuellement, c'est des équipes de Permac notamment qui travaillent régulièrement ici, qui en ont fait un petit peu leur bureau au fil des besoins. Et puis tout ça, c'est encore du mobilier que nous a donné une entreprise qui a fermé et qui a arrêté son activité sur le territoire, qui nous a fait cadeau de mobilier comme ça, voilà, parce qu'ils ont jugé bon que le Hangar 0 en bénéficie plutôt que la déchetterie accueille ces matériaux. Donc on remercie évidemment tous les partenaires qui nous font confiance et qui nous donnent la possibilité d'avoir et de récupérer l'ensemble de ces matériaux. Et puis là, on a un visu sur la serre qui peut être intéressant. Voilà, donc je te laisse regarder directement par la fenêtre, ça c'est la surprise. Donc voilà, on tombe sur la partie terrasse. Terrasse du restaurant, désormais couverte. Donc terrasse couverte et une partie aussi à l'extérieur. Exactement. Et donc là, si tu tournes un petit peu sur la droite au fur et à mesure, donc on a la terrasse là pour l'instant avec les plaques de tôle, mais qui sera à terme une terrasse évidemment aménagée, qui viendra justement ajouter encore un certain nombre de places assises pour le restaurant et ses activités. Et puis ensuite, derrière, on voit toutes les cuves de plantation d'Arnaud, le porteur de projet de l'aquaponie, l'entrepreneur multitâche, puisqu'il a plusieurs métiers. Avec ces différentes cuves. Donc là, il y a pas loin d'une centaine de cuves. Donc il faut savoir que pour avoir installé toutes ces centaines de cuves, il y a plusieurs dizaines de tonnes de remblais. Parce que là, il y a plusieurs tonnes de matières premières directement posées sur le sol, quoi. Donc toute la production qui est faite au niveau plantation, c'est pour une partie restauration? Alors une partie sera vendue au resto, si on en a les besoins au quotidien évidemment. Et puis surtout, Arnaud a vocation à travailler avec des restaurateurs directement implantés au Havre, des restaurateurs engagés, des restaurateurs qui souhaitent justement faire en sorte que leurs activités soient de plus en plus ancrées sur le territoire. Et donc, ils travaillent avec des établissements qui sont à moins de 2 km à vol d'oiseau pour la plupart. Le producteur local également en intermédiaire pour revendre ses produits.
Et quand je dis intermédiaire, c'est un peu particulier puisque le producteur local, en fait, est un lieu de vente des produits des différents producteurs. Et en fait, le magasin, c'est comme s'il appartenait à tous les producteurs. C'est-à-dire que chacun dépose ses produits et paiera une quote-part en fonction du nombre de mètres carrés et du chiffre d'affaires réalisé à l'ensemble de la structure. Donc voilà, encore une fois, c'est une structure coopérative qui permet à Arnaud de ne pas avoir à supporter tout l'aspect commercial de cette démarche, en tout cas pour la partie intermédiaire, magasin de proximité, puisque lui est en direct par contre avec les restaurateurs et autres personnes avec qui il travaille. Voilà, ça permet aussi de soulager quand on est producteur comme lui il l'est, d'avoir les mains comme ça dans les bassins, la production de truites, le fait de fumer les truites au quotidien, d'avoir aménagé lui-même la structure, de faire de la plomberie et tous les autres métiers manuels dont il a besoin, de pouvoir se défaire un petit peu de cette partie commerciale et en tout cas de la déléguer à d'autres dont c'est réellement le métier au quotidien, envers les consommateurs du quotidien. Voilà. Et donc ici, on peut voir sur ce plateau, donc je saute un peu du coq à l'âne, désolé, cette fameuse finition en plancher souple, pour justement donner voilà, ce côté vraiment fini au plateau. Et donc voilà, tout cet espace a été aménagé quasiment qu'avec des matériaux de réemploi. Voilà, on peut voir les différentes solives qui ont été posées pour le plafond et autres. Et donc ça restera comme ça, à l'état brut, directement. Donc là, il est prêt à être loué. Voilà, il est prêt à être loué. Alors au démarrage peut-être ponctuellement et puis à terme, voilà, de façon plus pérenne par mois à différentes entreprises. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir un espace un peu, d'avoir visibilité sur un espace fini. Ouais, puis c'est vraiment voilà, des espaces atypiques. Hein. C'est ça, voilà. Donc on monte, on descend. Là on a des caillebotis ici, voilà, pareil récupérés. Donc ça aussi, un choix que nous avons fait pour les différentes coursives, d'avoir un certain nombre de caillebotis qui laissent passer la lumière, pour pas avoir trop de planchers pleins. Et puis là on peut voir aussi derrière donc des luminaires, un certain nombre de luminaires, donc les gris, les gros luminaires gris qu'on a également à certains endroits, notamment dans le restaurant, sont des anciens luminaires du stade Océane qui ont dû être changés pour des raisons de vidéo à la dernière Coupe du Monde féminine. Et puis d'autres luminaires plutôt couleur cuivre qui là nous ont été délivrés par notre acteur et partenaire historique du lieu, Unifer, avec qui nous travaillons donc depuis le démarrage pour justement trouver des solutions sur le territoire. Quand lui a connaissance de certaines ressources réutilisables, très vite il fait sens qu'il appelle le hangar pour dire est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous en avez besoin, ou est-ce qu'au moins vous avez connaissance d'autres projets porteurs qui en auraient le besoin. Voilà, donc c'est vraiment très agile et puis un certain nombre d'acteurs participent déjà à cette économie circulaire. Donc c'est cool. Voilà. Et puis là, plein de matériel encore. Hein. Là, du matériel bureautique qu'on doit installer, directement des meubles, des bureaux et autres, qui sont déjà allés sur le Festival de Cannes et que nous a offert une agence de com au Havre. Voilà. Donc il faut savoir que tous ces dons aussi permettent au lieu d'être financés, et quand on parlait tout à l'heure parfois de difficultés financières, bah, évidemment que ça fait partie du projet. Mais en effet, heureusement qu'il y a aussi un certain nombre d'entreprises finalement qui, au lieu de jeter purement et simplement tout leur matériel, font appel au Hangar Zéro pour aller les collecter, parce qu'en effet ça permet aussi au Hangar Zéro de s'équiper à moindre coût, et c'est ça aussi qu'on veut proposer au lieu et proposer à l'ensemble des utilisateurs et bénéficiaires de ce lieu, c'est d'avoir un maximum de matériel, en tout cas de qualité, et d'avoir du matériel professionnel directement ici à moindre coût, de manière à ce que chacun puisse travailler dans de bonnes conditions. La dernière trouvaille en date, c'est 3 copieurs quasi flambant neufs avec tous les consommables. Donc là il y a quelques milliers d'euros d'économiser encore, et pour la planète et pour le hangar. Voilà. Donc là on va redescendre et aller dans les installations type resto, terrasse, serre et jardin. Voilà. Donc on va passer directement par le restaurant. Là ici donc le volet roulant c'est pour la future vente à emporter du resto. Voilà, qu'on verra directement à l'intérieur. Je vais vous faire filmer. Et donc ici on arrive. Le bar. Dans le resto, bar qui est en pleine préparation, en musique évidemment, par Camille, qui est une des salariées du Resto Bar et qui prépare la soirée slam, donc en musique parce que effectivement, souvent le lendemain d'événement, il faut se relancer, il faut repartir. Et donc là, on voit aussi sur le mur du resto, donc un certain nombre de mises en application de ce dont on parlait tout à l'heure, donc la fameuse fresque en bois
à base de chute de bois. Donc là, c'est 3 week-ends de travail de dizaines de personnes qui sont venues découvrir comme ça des alternatives de construction sur chantier commun. Un des acteurs avec qui on fait des chantiers depuis 5 ans, c'est la Maison de l'Architecture de Normandie qui nous fait confiance via Territoire Pionnier et sur 2 week-ends en mars régulièrement pour organiser des chantiers participatifs ici dans le cadre du mois de l'architecture. Donc là, ça monte bientôt à 2 ans cette fresque. Ensuite, c'est désormais le mur d'exposition. Donc là, en plus, en ce moment, c'est l'exposition évolutive et participative. C'est-à-dire que cette exposition vit au fil des œuvres aussi qui sont amenées à être constituées. Et on voit aussi un certain nombre de visuels liés au port, liés au hangar 0, notamment là-haut, mais également autour de dessins directement. Donc c'est ça aussi qu'on aime ici, c'est-à-dire que tout le monde peut s'approprier et doit s'approprier ce lieu. Voilà, c'est pas dédié à une seule et même personne. Et puis là, on a une programmation d'expo qui est à plusieurs mois déjà en avance. Et donc ça permet d'avoir comme ça plein d'acteurs locaux qui viennent exposer ici dans le restaurant. Donc c'est à la fois un restaurant, un bar, une salle de spectacle, une salle de concert, parce que si on se tourne un petit peu, on voit une estrade bois avec les rideaux, le vidéoprojecteur, l'écran, sur lequel de nombreux groupes viennent déjà se produire ici au Hangar 0. Et on remercie l'ensemble de ces groupes de soutenir le projet, puisque bien souvent ce sont aussi des artistes locaux qui viennent soit à moindre coût, soit gratuitement soutenir le projet grâce à des concerts proposés au Hangar 0. Donc encore une fois, j'insiste sur ça, parce qu'en effet, c'est vraiment ça qui fait que le lieu peut tenir, et en tout cas peut se construire aujourd'hui. Donc, en se faisant confiance mutuellement comme ça, on sait que progressivement, ça va permettre aussi que chacun puisse se rémunérer, en tout cas trouver aussi un équilibre. Voilà, un équilibre financier avec ces différentes activités. Donc on est content que ça puisse être un peu l'incubateur de l'ensemble de ces activités sur le territoire. Donc voilà, ici aussi une petite œuvre de la roue libre, resto à base de chêne. Voilà, donc on pourrait rentrer dans le détail d'un certain nombre de choses. Le bar à base de pisé. Donc ça encore, une technique à base de terre, sans sable et surtout béton concassé. Donc là c'est pareil, une œuvre de chantier commun. Donc c'est des dizaines de bénévoles qui sont venus le réaliser sur 2 week-ends. On avait imaginé 3 week-ends et finalement l'ensemble du bar a été réalisé en 2 week-ends. On va dire sous l'animation de Frédéric Denise, qui est spécialisé dans l'ensemble de ces architectures. L'architecture frugale, l'architecture du réemploi et l'architecture bas carbone. Voilà, si on doit l'appeler comme ça. Donc ici, on est sur le bar, évidemment, du hangar. Et puis, on peut passer aussi dans les coulisses, puisque c'est quand même là que je passe un certain nombre d'heures au Hangar 0, soit derrière le bar, soit dans la cuisine, pour de la petite restauration ou autre, en binôme avec Camille, mais également Natacha, Marilyn et d'autres bénévoles. Et donc, on peut passer dans les coulisses, voilà, pour voir un petit peu. Donc, on a plein de bazar, mais c'est notre bazar organisé pour les différentes activités. Donc ici, hop, on arrive dans les coulisses et donc on est dans une cuisine tout en longueur, puisqu'ici on a la plonge, la légumerie, nos réserves, et c'est en fait des anciens containers. Ah oui, donc on est format container toujours. Format container. Et voilà, on peut voir qu'on y a tout aménagé, y compris la partie boisson. Voilà, avec nos partenaires Saint-Joseph. Encore une fois, partenaire à vrai. Voilà. Et donc la bière Saint-Joseph est bonne, locale, et produite pas très loin. Donc ça fait plaisir. Voilà. Ça va, Arnaud ? Et donc ici, la partie cuisine, qui est l'ancien Ponant, à qui donc c'est les restaurants de la plage, à qui le hangar a racheté le container et l'a entièrement démonté pour le mettre en réfection complètement. Et ici, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de matériels, notamment de cuisson et autres, paraissent neufs, mais ou ont été mis en réfection et sont des matériels d'occasion. Voilà, une partie des matériels sont neufs, mais une bonne partie est d'occasion. Et donc, on travaille encore une fois avec des acteurs locaux et puis un acteur local de Froid Service, Normandie Froid Service. Voilà. Et donc, on voit tout cet aménagement. Et donc, ça nous permet d'y accueillir entre 40 et 60 personnes au quotidien, du lundi au vendredi. Et puis, pas loin de 300 personnes sur de nombreux événements tous les soirs. Donc là, on est plutôt sur de la petite restauration, traiteur, verrine, frites, évidemment, locales. Et voilà. Donc, on travaille sur toutes ces valeurs. Et donc la salle, comme on le voit là, est en mode plutôt salle de spectacle et salle de concert, puisqu'habituellement il y a les tables. Elle est prête. Voilà, il y a des grandes tables. Mais ça, vous pourrez le retrouver sur les réseaux. Il y a de nombreuses photos qui tournent.
Et on y organise également d'autres temps forts comme tablés de quartier par la Dantine. Donc là, c'est des tablés où c'est les habitants eux-mêmes qui viennent cuisiner avec donc des professionnels, donc Philippe et d'autres cuisiniers desquels ils s'entourent. Et donc encore une fois, le Hangar Zéro héberge de manière ponctuelle ou éphémère ces associations et entreprises innovantes. Donc voilà, Dantine pour cuisine de Danton et tablé de quartier qui a vocation à se balader comme ça de lieu en lieu pour attirer les différents habitants. Donc souvent c'est une tablée qui est organisée par 12 personnes en cuisine et qui rassemble pas loin de 60 à 70 personnes à table. Voilà, donc on pose les plats au milieu de la table et ensuite on va pouvoir se restaurer de très bonnes recettes, entrées, plats, desserts, finement concoctés par les habitants. Voilà. Et donc là on arrive sur la fameuse terrasse que l'on voyait d'en haut, entièrement fleurie, là par Charlotte et ses collègues. Donc voilà, toutes ces plantations sont évidemment aussi dans des anciennes briques de réemploi qu'on a récupérées, voilà, et qui sont devenues des bacs à fleurs et qui désormais donnent toute cette couleur aussi à la terrasse. Et donc cette terrasse est amenée pareil à être très mouvante puisque on a à la fois terrasse de resto, terrasse de bar, terrasse de concert, et puis on entend également de l'eau. Du bruit par là. Cool. On entend du bruit. Et en même temps, c'est assez relaxant et reposant. Ouais. Et c'est en fait le système de l'aquaponie que l'on entend. Donc l'aquaponie, c'est quoi? L'aquaponie. Alors, Arnaud, que l'on a croisé, pourrait vous l'expliquer bien mieux que moi. Brièvement, si tu peux nous expliquer un peu en gros, c'est la production de poissons associée à des productions de plantes qui, eux, viennent filtrer finalement l'eau des poissons au travers d'un système de phytoépuration et de filtration naturelle à laquelle sont associés production également de champignons et d'herbes aromatiques. Mais vraiment l'aquaponie, le système vraiment connecté, c'est les 4 bassins de truites qu'on va voir derrière moi avec les 100 tonnes à eau qui sont ici, qui servent de bacs de production, bacs de plantation pour différentes plantes fruitières, légumes et autres, directement soit en eau, soit dans la pouzzolane. Il y a 0 terre dans les bacs de plantation derrière nous. Voilà. C'est que de la pouzzolane, donc c'est une espèce de pierre volcanique qu'on peut voir ici, voilà, qui permet de planter directement à l'intérieur des plantes, directement avec les racines, et c'est ensuite le travail. Donc là, il n'y a que de la pouzzolane et de l'eau, en fait, c'est irrigué en permanence. C'est irrigué en permanence, voilà, et donc on va voir le système d'irrigation sur lequel Arnaud est en train de travailler justement. Après, la pouzzolane, du coup, c'est pour faciliter la croissance. La pouzzolane, ouais, c'est ce qui fait office finalement de terreau aux plantes. C'est là-dedans que les plantes peuvent directement pousser. Hein. Donc on voit ici, on a encore des petites framboises là, vous voyez. Et donc la pouzzolane, c'est vraiment effectivement le terreau naturel. Alors attention de ne pas tomber. Terreau naturel à base de pierres volcaniques finalement pour l'ensemble de ces plantes. Et dans les derniers bacs, faut savoir que c'est directement des bacs en polystyrène sans pouzzolane. Donc c'est directement les légumes racines. Donc là, les tomates sous la serre qui peuvent pousser directement en Normandie et donc finalement quasiment, je dirais toute l'année, mais de façon régulée et de façon naturelle, puisqu'en effet la serre du fait qu'elle soit positionnée de ce côté-là du bâtiment va bénéficier aussi de la luminosité et ainsi de suite comme ça de l'ensemble de la lumière naturelle pour produire la photosynthèse pour les plantes et autres. Mais là, c'est plus technique et ce sera peut-être un peu sans moi, quoi. Mais voilà. Et donc ici, on rentre dans l'installation aquaponie. Donc là où sont stockés et installés les bassins de truites que tu peux filmer au passage. Donc là, les truites, poissons qui ne nécessitent pas d'avoir des bassins en longueur, mais plutôt poissons qui vivent en banc et donc sur des petits bassins comme ceux-là. Ils sont très à l'aise de vivre directement comme ça en groupe. Et donc, ces truites-là, il y a à peu près 10 000 litres d'eau là dans les 4 bassins que l'on voit autour de nous. Et donc, là, visiblement, les 4 sont directement raccordés. Donc là, progressivement, Arnaud arrive à trouver sa vitesse de croisière de production sur cet espace, puisque l'idée de cette ferme, c'est vraiment une micro-ferme aquaponique. Et c'est vraiment de démontrer qu'en plein centre-ville, dans un espace aussi contigu et aussi restreint, c'est-à-dire on doit être aux alentours de entre 100 et 200 mètres carrés maximum de production, entre ici la partie production poisson et partie production plantes, et qui va être en capacité d'être en autosuffisance financière et économique. Donc encore une fois là,
il faut souligner que Arnaud a bénéficié d'un certain nombre de coups de main bénévoles aussi, de ses amis, de sa famille notamment, qui étaient très présentes sur ce projet et qui le soutient énormément. C'est quelqu'un qui est passionné par ça, qui connaissait déjà ce site. Alors, il connaissait ça, et il est passionné de ça, et à la base, il a fait toute la filière logistique avant de se spécialiser dans l'aquaponie. Et il était à la base plutôt étudiant en logistique et a eu connaissance de cette activité, a décidé d'en faire son activité principale et s'est formé là-dessus, est sorti aussi, il est sorti lauréat, premier lauréat de sa promo aussi sur ses différentes formations et autres. Et donc c'est quelqu'un qui touche énormément à tout ça et qui est passionné par ses métiers. Et donc il a à peu près 10 à 15 métiers au quotidien, comme nous tous ici au Hangar Zéro. Voilà. Donc on va certainement le croiser au détour des différents espaces du hangar. Donc voilà toute sa production. Et reste désormais le mur nord à finir ici sur la serre. Donc après on peut aller sur la terrasse et voir un petit peu les autres activités accolées au hangar. Donc à l'extérieur, on a des activités de compost, on a des activités de terrasse, on a des activités de jardin, des zones aussi pour l'instant qui servent de zones de jeu pour les bars ou les soirées, mais qui à terme seront effectivement des espaces de jardin partagés. Donc voilà. Et donc là, on peut voir ici notre mobilier notamment de réemploi, à base de tourets, à base de bois, à base de petits tabourets, des vieilles chaises qu'on laisse ici et là, des tonneaux aussi qui sont repeints. Voilà. Une ancienne porte qui fait office de porte de clôture de la serre. Et puis ici, donc la serre, si on prend un peu de recul sur cette serre, on va voir que en effet c'est une serre entièrement à base de matériaux de réemploi et qui sont des fenêtres de l'école d'architecture de Normandie. Quand elle a été refaite, mes collègues ont été sollicités et en ont ramené pas loin de 100 différentes et elles ont toutes été retaillées sur place. Il faut savoir que c'est pas leur taille initiale. Okay. Et l'idée c'était d'uniformiser et d'harmoniser comme ça la façade et de démontrer qu'en réemploi on peut faire aussi une seule et même façade de la serre. Donc c'est des fenêtres simple vitrage pour la grande façade. Et enfin sur cette façade sud ici, c'est des fenêtres de réemploi qui viennent de l'HPE qu'on a été récupérées il y a à peu près maintenant un peu plus d'1 an et qui encore une fois qu'on les avait collectées, ont permis à mes collègues de dimensionner toute la structure métallique pour accueillir ces vitrages. Donc encore une fois, on part du matériau disponible pour ensuite en faire une œuvre architecturale ici. Je parle bien d'œuvre parce que du coup, il faut quand même être assez agile et avoir toutes ces idées pour faire en sorte que ces matériaux trouvent leur place dans le bâtiment et sur le projet. Et donc si on prend un peu de recul, on peut voir cette magnifique façade à la fois vitrée et brique rouge qui évidemment est chère à toute cette ville industrialo-portuaire puisque la brique rouge comme ça, c'est évidemment une partie de l'histoire de la ville du Havre en connexion justement avec ce qu'on voit en face de nous, donc les cheminées EDF, les containers, les bâtiments industriels. Et donc forcément, voilà, ça donne tout ce cachet à ce projet, toute cette énergie. Voilà. Salut Léa. Et donc là, à l'extérieur, on est sur toute cette partie, donc là, ponctuellement, pour l'instant, terrasse, pour les événements, pour les différentes soirées d'inauguration et autres. Et puis, à terme, donc, ce sera des grands espaces de jardin partagés. Et on peut déjà y voir donc un certain nombre de plantations directement mises à disposition, directement plantées sur le terrain en intermédiaire, puisqu'après il faudra dépolluer ce sol, il faudra le décaisser pour le réaménager. Voilà. Et en effet, donc là encore, une fois, donc tout ce terrain que l'on peut utiliser. Donc là, on n'a pas loin de 1200 mètres carrés qui sont octroyés au Hangar Zéro. Et à terme, en fait, ce jardin, il devrait être clôturé par une très grosse haie fruitière. Donc l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de pieds qui vivent bien en Normandie, qui peuvent entièrement être plantés de façon permacole. Donc c'est-à-dire qu'elles peuvent vivre entre elles et surtout elles peuvent rester aussi en mode et format haie toute l'année, puisque différentes essences qui vivent plutôt l'été, d'autres l'hiver. Et voilà, de fil en aiguille, comme ça, chaque plantation vient remplacer ou en tout cas seconder l'autre quand il y en a une qui est un peu moins, on va dire, qui est un peu moins forte sur la saison. Donc voilà, ici notre scène qui nous sert et qui nous permet d'accueillir des concerts en extérieur. Voilà, pour évidemment permettre à des groupes de se produire, mais évidemment financer le lieu
du hangar 0, puisque quand on organise des concerts, évidemment, ça mobilise un certain nombre de personnes et ça permet aussi d'inviter tous les habitants, toutes les familles, copains, amis et puis toute une certaine clientèle festive de la ville du Havre à venir nous rejoindre, découvrir ce projet et soutenir le projet en buvant des boissons avec ou sans alcool évidemment, locales et dans une convivialité. Et donc là, on va passer derrière cette petite rubalise. Et donc là, on arrive sur la deuxième partie de terrain, sur laquelle il est imaginé par la suite, évidemment, encore toute une série de projets architecturaux extérieurs. Donc normalement, une mare avec cette fameuse haie et puis des échafaudages végétalisés sur le mur de la propriété d'à côté, de manière à aussi ramener nature en ville. C'est ce qu'on dit, hein. C'est ramener nature en ville. Et donc, pour le moment, en fait, comme on a tout un certain nombre de matériaux également à stocker, notamment dans le cadre de la plateforme d'échange de remploi de matériaux de construction, on les stocke ici. D'une part parce qu'on en a besoin pour certains dans le bâtiment, mais d'autre part aussi parce que le réemploi, on s'aperçoit que malheureusement, on n'arrive pas à ne faire que du flux tendu. Parfois, les matériaux disponibles sont amenés à être stockés un temps donné pour ensuite repartir chez d'autres clients ou autres partenaires avec qui on travaille. Et donc là, on peut voir aussi que cette année, on a eu nos premières courges. Donc ça, c'est plutôt assez sympa et on les voit au fond là. Il faut savoir qu'au démarrage, en fait, c'était 2 bacs de compost qu'on a remis entièrement au sol, dans lesquels il y avait un certain nombre de graines, évidemment. Et puis donc, c'est très fertile du coup, parce que c'est du compost en lasagne que l'on essaye de faire ici, en plus du compost en bac. Et donc, on a eu nos premières courges cette année, puisque en effet, mes collègues qui ont la main verte s'en sont bien occupés. Voilà, donc ça, c'est cool, parce que du coup, on cuisine directement les légumes venus du jardin. Voilà. Donc tout là clôturé, l'entrée se fera. Voilà, tout sera clôturé, l'entrée principale du bâtiment par là-bas, par la terrasse du restaurant. Et ici, vraiment, cette rue traversante qui permettra d'accéder au bâtiment aussi, avec les véhicules de service uniquement. Et encore une fois, ici, on prône plutôt la mobilité douce, donc plutôt l'accès au bâtiment par le vélo, les transports en commun ou autres, de manière à essayer de revoir aussi notre utilisation de la voiture. Voilà, en centre-ville notamment. Alors Vincent, tu nous as présenté le hangar. Tu nous as présenté ce qu'on pouvait y faire, ce qu'on va pouvoir y faire. Exactement. Tous les acteurs aussi. Oui. Est-ce que maintenant on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet, notamment en termes de vision et de valeur que souhaite dégager ce lieu? Bien sûr. Donc avant tout, il faut rappeler que c'est une initiative citoyenne de 4 citoyens, dont 2 architectes, 2 personnes plutôt sensibles à l'éco-citoyenneté, l'animation par gouvernance partagée et la sensibilité autour de l'eau. Ça remonte quand même à 2015-2016 suite à Alternativa. Puis ensuite, c'est monté un collectif donc, de 4 personnes avec cette volonté de créer un lieu finalement, de créer une initiative citoyenne autour de tout ce qui est transition écologique, transition énergétique et transition du bâtiment. Donc très vite, ils se sont mobilisés autour de tous ces sujets et on souhaitait faire perdurer ces sujets dans le temps. Et donc de fil en aiguille, en recherchant des bâtiments, des endroits où s'instaurer, où s'installer avec ce type d'installation et de coopérative, même si à l'époque on ne savait pas encore que ça allait être une coopérative, mais plutôt initiative citoyenne de groupe. Ils ont fini par tomber sur cet appel à projet de Réinventer la Seine qui mettait en avant plusieurs dizaines de friches du Havre à Paris, en passant par Rouen, dans un cadre de réhabilitation de ces friches pour justement tout l'axe Seine, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, et notamment la connexion aux citoyens et la connexion aux habitants de ces rives de la Seine. Donc l'idée de ces 4 personnes, évidemment, c'était de monter un collectif autour de ça. Donc en 2016, ils ont répondu effectivement à cet appel à projet. Ils se sont retrouvés donc lauréats et nommés lauréats en 2017 pour l'initiative Le Hangar Zéro, à l'époque constituée en association, dite LH0, toujours active aujourd'hui, avec cet aspect justement transition, initiative citoyenne, et puis tout ce qui est surtout sensibilisation. Puisqu'en effet, c'est vrai qu'il y a un gros rôle de sensibilisation autour de tout ce que sont ces transitions, de tout ce que peuvent représenter ces enjeux finalement. Donc voilà, et puis ensuite de fil en aiguille, ils ont fait des villages éphémères, ils se sont installés devant le lieu avec une grande banderole, le Hangar Zéro, et puis c'est comme ça que l'histoire s'est montée avec différents lieux
de retrouvailles également, puisqu'il faut savoir qu'un projet comme ça se monte en allant un coup dans le pôle Molière, un coup au bistrot, ça c'est l'histoire du hangar, voilà, un coup dans une salle un peu plus communale et puis une autre fois dans un lieu un peu plus de rencontre type bar, bistrot. Ouais. Donc l'idée c'est d'aller à la rencontre de différentes populations pour voir justement qui est intéressé par cette initiative, comment on peut la monter et puis faire se rencontrer surtout un ensemble de citoyens, un ensemble de compétences, un ensemble d'envie d'agir, puisque c'est ça le secret du hangar zéro. Et d'ailleurs souvent c'est la magie de ce lieu, la magie de ce projet. Souvent quand le projet a besoin d'une compétence, il se trouve que, par quelle magie, je ne sais pas, mais en tout cas une connexion peut-être un peu surnaturelle ou inexplicable, puisqu'on aime bien quand même ce qui est assez rationnel au hangar zéro, finalement fait que les connexions se font au moment où le projet en a besoin, où on éprouve le besoin. Donc c'est assez rigolo, ou assez d'ailleurs inspirant, ou même parfois interpellant, de se dire à tel moment on a besoin de telle compétence ou telle personne pour entrer en connexion avec telle autre personne. C'est le destin qui fait bien les choses en fait. Le destin du projet fait qu'à ce moment-là, la personne un peu... je dirais pas providentielle parce qu'on n'irait peut-être pas jusqu'à là, mais la personne en tout cas que l'on aurait imaginé ou que l'on attendait à ce moment-là se manifeste bien souvent d'elle-même ou par une tierce personne en disant j'ai rencontré un tel ou un tel qui a envie de s'impliquer et voilà la thématique sur laquelle il a envie de s'impliquer et puis souvent ça match. Donc c'est ça qui est assez drôle et justement, comme on dit souvent dans beaucoup de fonctionnements, on a tendance peut-être à subir ou forcer les choses. Alors qu'ici au hangar zéro, c'est plutôt une orientation de se dire ok, faisons avec la temporalité qui est celle du projet, faisons avec la temporalité qui est celle des financements, faisons avec la temporalité de l'humain, faisons avec la temporalité du projet lui-même, des ressources matériaux et autres. Et finalement, ça se présente plutôt pas trop mal à chaque fois, quoi. Donc les valeurs qui regroupent, on dirait les personnes qui font partie de ce lieu. Bien sûr. Il y a bien sûr tout ce qui est autour de l'écologie. Oui. On est d'accord. C'est ça. Il y a aussi du portage, forcément, le partage. Il faut savoir que les valeurs intrinsèques du lieu, c'est 3 grandes ambitions, le zéro déchet, le zéro laissé pour compte, le zéro carbone. Quand je parle d'ambition, c'est évidemment de tendre vers, puisqu'en effet, l'initiative collective du hangar zéro a une vocation à éveiller les initiatives et on va dire les prises de conscience individuelles. Et comme ça, de fil en aiguille, façon ping-pong, régulièrement, c'est prise de conscience collective pour une conscience individuelle et par prise de conscience individuelle, on arrive vers un consensus collectif. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce projet. Et donc les 3 valeurs clés aussi, on a des piliers qui sont ceux de la permaculture, prendre soin de l'environnement et de l'humain, avec la production, l'expérimentation et la transmission au cœur du projet. C'est-à-dire que c'est un projet intergénérationnel qui permet à des jeunes comme des personnes plus âgées de venir dans le projet. Et donc l'ensemble de ces populations partagent leurs connaissances. Il n'y a pas de question d'âge. C'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on a plus de connaissances sur tel ou tel sujet. On a peut-être de l'expérience qu'on peut transmettre. Et inversement, des jeunes recrues ou des jeunes personnes qui fréquentent le hangar ont peut-être apporté ce sang neuf et cette nouveauté, cette nouvelle vision, et notamment ces nouvelles compétences aussi. Si on parle de numérique, si on parle de connexion réseaux sociaux, si on parle de tout ça, c'est probablement peut-être des choses plus propices à la jeune génération. Et si on parle de connaissances, savoir-faire technique, maîtrise d'outils particuliers, maîtrise d'outils à l'ancienne, de savoir-faire un peu artisanaux, ancestraux, même industriels, là c'est peut-être plus avec des personnes qui ont de l'expérience et qui ont tout au long de leur parcours effectué ce genre de tâches et ce genre de métier dans leur parcours. Donc c'est ça le côté quand même très positif du lieu. Ouais. Et pour toi, parce que c'est ça aussi l'objet du podcast et de ma chaîne, donc parle de réussite. Donc si j'ai pris contact avec toi, c'est que pour moi, je trouve qu'un projet de ce type, c'est une réussite. Est-ce que pour toi, ça l'est et pourquoi ? Très clairement. Pour moi, ce projet est très clairement une réussite aujourd'hui. Il faut voir tous les petits pas qui ont été faits et donc du coup qui nous amènent aujourd'hui à un projet construit comme il est aujourd'hui sur le territoire, un projet aussi fort comme il est. C'est un projet quand même qui aujourd'hui représente 400 sociétaires, pas moins de 60 bénévoles au quotidien, intérieur, extérieur au bâtiment, avec une équipe constituée de 6 à 8 salariés actuellement, quand on était encore à 14 salariés il y a 2 mois. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même de voir l'ensemble de toute cette énergie déployée sur le lieu. Et pour moi, la réussite, elle est collective, parce qu'encore une fois, moi, je suis venu dans ce lieu justement chercher une espèce d'énergie après un burn-out professionnel et personnel, en me disant c'est un lieu tremplin, j'ai besoin de renouer avec mes valeurs, j'ai besoin de renouer avec une activité qui a du sens, et j'ai besoin de me retrouver dans quelque chose qui fait sens pour moi quand je me lève le matin. Et donc très clairement, quand j'ai eu connaissance de cette initiative donc je le cite, et dans différents podcasts, c'est intéressant de le citer, parce que souvent on demande qui t'es, mais par qui tu as connu le projet. Donc moi, c'est Pierre Bousset, qui est architecte des talents et qui est initiateur de cette démarche, et qui régulièrement revient et est présent dans le projet pour animer des réunions de coopération, animer le débat, puisque en effet, ce lieu est aussi un lieu de débat.
C'est-à-dire qu'il est très éminemment politique, engagé, voilà, mais il est apartisan. Et ça, l'ensemble du collectif y tient, puisque ça permet justement de toucher l'ensemble des sensibilités des citoyens, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un projet dynamique et un projet innovant réside dans le fait d'avoir du bon sens pour le collectif et du bon sens pour la société. Et donc, ça ne doit appartenir à aucun parti, mais bien évidemment à l'ensemble des citoyens, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des artisans, l'ensemble des PME, TPE et l'ensemble des collectivités locales qui souhaitent se saisir de la démarche. Voilà. Donc toi, tu interviens en tant que salarié ou bénévole? Moi aujourd'hui, je suis bénévole depuis 5 ans. J'ai pu évoluer sur différentes missions effectivement au sein du hangar. Alors, on parle souvent de gouvernance partagée, qui est un pilier fort aussi au hangar 0, avec une certaine horizontalité de la prise de décision, de l'animation même du lieu, parce que c'est important que chacun prenne bien conscience que dans une coopérative qui est désormais le format choisi par le hangar 0, société coopérative d'intérêt collectif, il est important que chacun ait des droits, mais que chacun ait également des devoirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours avoir des droits sans en avoir derrière des obligations. Donc en fait, dans nos obligations, c'est de participer à l'animation du lieu, de prendre part aux décisions, d'évoquer son point de vue, même s'il n'est pas partagé par tout le monde, pour que justement le débat en tour de table se fasse, et puis que chacun donne sa position, de manière à ce que, de manière générale et coopérative, on puisse prendre une décision qui fasse sens et qui soit partagée par la majorité, voire même l'intégralité du groupe. En général, on parle d'objections et d'objections levées quand on arrive à un consensus. Donc là, je vous parle de certains thèmes gouvernance partagée. Je vais être honnête avec toi, il y a 5 ans, je n'y connaissais rien dans toutes ces terminologies. Donc comme quoi, on peut venir d'un autre milieu totalement différent et totalement étanche à ce qu'on pourrait appeler d'économie sociale et solidaire ou d'économie circulaire, et progressivement s'acculturer de tout ça. Et donc, toi, justement, tu viens d'où, Vincent? Eh ben moi, c'est quoi ton parcours? Mon parcours, c'est 5 ans d'hôtellerie-restauration, bac BTS hôtellerie-restauration Touquet, puis ensuite j'ai fait 5 ans en même temps que mes études à l'établissement La Villa du Havre avec un grand chef, Jean-Luc Martin, puis ensuite 8 ans de direction d'exploitation en passant du poste de manager à directeur chez Casino Restauration avec du multisite. Donc on va dire, cette affection pour l'animation d'équipe, l'animation de lieux, le développement commercial aussi des lieux. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé aussi confronté à ne plus être en phase avec mes valeurs au regard de la culture d'entreprise qui m'était proposée. D'accord, donc j'ai pris mes distances. Est-ce que tu peux nous dire un peu C'est-à-dire, à un moment donné, faire une centaine d'heures à la semaine, en effet, payer peut-être 35 ou 42, mais avec cette nécessité aussi de toujours travailler pour on va dire, l'actionnariat. Donc, c'est-à-dire toujours déployer plus de chiffre d'affaires avec plus de marge, en oubliant que, avant tout, c'était les collaborateurs et les salariés qui avaient dégagé cette marge, non pas uniquement pour les actionnaires, mais bien évidemment pour que l'ensemble des salariés et collaborateurs de ces entreprises puissent fonctionner. Et quand on en arrive à juste dire on doit absolument sortir les 4% de l'actionnariat en oubliant qu'il y a des équipes humaines derrière, moi ça ne collait plus avec mes valeurs. Donc à un moment donné, j'étais plus là pour faire uniquement du business. Donc effectivement, c'est ce qui m'a mené à un burn-out professionnel personnel, notamment les valeurs, puisqu'aujourd'hui, je ne cacherai pas, je fais bien mes 70 heures semaine faciles, y compris en bénévole. J'ai divisé mon revenu mensuel par 2, très clairement. Mais aujourd'hui, je m'y retrouve totalement. Et t'es plus heureux aujourd'hui? Je suis plus heureux aujourd'hui. J'habite dans une ville qui est la mienne, Le Havre. Je ne bouge plus tous les 6 mois. Je ne déménage plus tous les 6 mois. J'ai un vrai tissu social, un vrai lien social avec mon territoire. Je suis issu du Havre et je suis revenu au Havre par ce projet et pour ce projet. Donc très clairement, tout est tourné aussi autour d'un projet innovant et un projet de transition de territoire. C'est-à-dire que moi, j'y crois fort, c'est dans mes tripes, très clairement, et ça sort avec émotion. Parce qu'en effet, je me suis relevé grâce à ce projet de tremplin. Et pour revenir à la question que tu me posais juste avant, moi, ma mission, ça a d'abord été de participer un petit peu à la communication. On n'avait pas encore de Facebook du hangar à l'époque quand je suis arrivé en 2018, décembre 2018. Puis progressivement, on a fait rentrer des personnes, salariés à temps partiel pour s'occuper de la communication, de la charte graphique, animer les réseaux sociaux, ouvrir la page Instagram, le Twitter, puis ensuite un site Facebook, un site internet constitué, avec des bénévoles aussi qui travaillent en trame de fond pour avoir quelque chose qui tienne la route et qui corresponde aux envies collectives. Et puis progressivement, après, je me suis retrouvé mandaté du collège communication événementielle. Et ensuite, on a ouvert les activités qui sont celles de la boutique, du restaurant, puis toutes les activités commerciales, de location d'espace, location de plateau. Et j'ai ensuite rejoint donc, le cercle de gestion, comme on peut l'appeler, qui est un des cercles de pilotage ou d'animation de la coopérative, qui consiste à être en responsabilité du lieu pour le collectif. Et donc ça m'est cher parce qu'en fait, grâce à cet entrepreneuriat collectif, j'ai réussi à entreprendre. Et donc parfois, il faut se dire aussi que peut-être on a des freins qu'on ne connaît pas ou qu'on n'arrive pas à identifier personnellement, et qu'il est important d'essayer de lever par d'autres moyens.
Donc l'idée là, c'était d'entreprendre collectivement. Moi, le collectif me porte en fait. Donc c'est ça que j'aime, ça m'anime en fait de me dire, il y a un collectif derrière qui attend des choses, et parfois même qui n'en attend pas forcément, mais pour lesquelles moi je pense qu'il y a des attentes, et que je me dis, ok, donc je peux proposer ça au collectif, je pense que c'est bon dans les ambitions collectives. Et du coup, tout ça fait qu'on a je pense quand même une osmose et une très bonne dynamique, une très bonne ambiance au sein du lieu. Et on traverse différents temps forts, et comme la transat qui va arriver, voilà, il y a parfois l'envie de mettre les voiles, parfois l'envie d'avoir une trajectoire bien droite, et puis parfois on prend des grosses bourrasques aussi. Hein, voilà, donc pour avoir un jargon un peu avré, oui. voilà, on prend des gros coups de vent, un coup à droite, un coup à gauche, et puis à un moment donné, il faut essayer de retrouver une stratégie, une stabilité. Et donc ça passe aussi bien personnellement que professionnellement. Même en étant bénévole, on a cet esprit entrepreneurial, et en tout cas, il faut se dire, voilà, tout ce que je fais aujourd'hui, ça a une valeur sur le territoire, ça a une valeur pour le collectif, ça a une valeur personnelle. Et moi, très clairement, j'ai développé un super réseau, je me sens très bien entouré, je me sens entouré d'énormément d'entreprises locales, d'entrepreneurs locaux qui nous donnent du temps, qui nous accordent du temps, qui nous aident et qui nous soutiennent par leurs petites actions au quotidien, par leurs conseils, par leur soutien moral, par leur soutien psychologique, par le fait de venir boire un café avec nous, par le fait de nous accueillir dans des temps forts dans leurs entreprises respectives. Et tout ça, en fait, ça joue parce que du coup, ça nous permet de nous élever. En fait, c'est des gens qui ont peut-être déjà 10, 15, 20 ans d'ancienneté dans la construction d'entreprises TPE, PME. Et du coup, c'est totalement différent des gros groupes que j'ai connus avant. Donc ça, c'est très important de le citer. Et donc moi, ça va faire 5 ans que j'anime tout ça, que je travaille sur tout ça. Et il faut savoir que ma grosse crainte, c'était de réouvrir un resto. Parce que je venais du milieu de la restauration, qui finalement m'a brisé, parce que j'étais allé trop loin dans mon job et dans ma façon de faire. Et quand on a ouvert le restaurant, et ça c'est quelque chose que je confie aujourd'hui, j'ai eu cette peur de réouvrir un resto parce que je savais que ça allait prendre beaucoup de temps, je savais le temps que ça allait peut-être me bouffer aussi de temps en temps. Mais tu connaissais le milieu en plus. Voilà, je connais le milieu qui peut être très prenant parce qu'en fait le client ne sait jamais à quelle heure il arrive, à quelle heure il repart. Et puis on a toujours envie de développer notre commerce, donc forcément on se dit allez on reste encore une petite demi-heure, une petite heure, on va développer. Puis c'est pour le client, c'est bien, ça donne de la notoriété, ça fait l'image et tout ça. Et aujourd'hui en fait j'ai pris du temps. J'ai accepté de prendre du temps aussi en me disant ok c'est mes peurs, je vais les lever progressivement. Le collectif a réussi à ouvrir le resto et on a ouvert le resto ensemble et progressivement j'ai repris plaisir à animer ce resto avec mes collègues, à construire des offres de repas, de séminaires, d'événements, de petits-déj, de cocktails dînatoires autour de produits locaux, autour de cuisine fait maison, autour de produits saisonniers, autour de circuits courts, puisqu'il faut savoir que voilà, si je suis bénévole depuis 5 ans, je suis pas rentier. Donc il y a aussi un revenu qu'il faut trouver, ou en tout cas un équilibre financier. Et l'équilibre financier, je l'ai trouvé dans un modèle un peu hybride. Alors il est questionnable, mais en tout cas je l'évoque aujourd'hui parce que ça me semble important de l'évoquer et j'ai pas peur de l'évoquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai fait le choix de me mettre, en tout cas, et d'être en situation de chômage, d'aide au retour à l'emploi, et qui pour moi est un excellent outil. Quand on dit aide au retour à l'emploi, ça veut dire qu'il y a un retour à l'emploi. Et pour moi, on ne doit pas rester figé chez soi à ne rien faire. Et moi j'ai pris le chemin de l'entrepreneuriat, en me disant, c'est celui-là, si j'ai une aide de retour à l'emploi, c'est pour me pousser à faire des actions et pour me pousser à entreprendre individuellement ou collectivement et donc à mener mon projet entrepreneurial comme si c'était le mien au travers du Hangar Zéro, au travers d'une initiative qui est celle des Lâches Anti-Gaspi, au travers d'initiatives collectives. Il y a plein de projets environnants sur lesquels on travaille. Je pourrais citer les tablés de quartier, la Dentine, le projet du hall musique, les projets d'économie circulaire du territoire, beaucoup de projets en partie invisibles de l'iceberg sur lesquels on travaille sur des appels à projets. Et donc tout ça, c'est un entrepreneuriat riche et c'est hybride. Donc quand je dis hybride, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il m'a fallu reprendre aussi un job. J'ai travaillé pour le Box Fermé Normand à Rouen, pendant lequel j'ai pu du coup acquérir mon premier bien immobilier, sur lequel j'arrive à faire un peu d'activité locative, donc locative de type Airbnb, de type location chez l'habitant, de manière à pouvoir aussi m'accompagner financièrement tous les mois à payer tout ce que je dois payer, de manière à me dégager du temps ici pour le Hangar Zéro, donc pour un projet collectif qui fait sens pour le territoire. Et puis à côté, j'ai bien évidemment ce revenu chômage. Et progressivement aussi, on essaie de développer donc, nos plateformes collaboratives, associatives ou autres, pour créer nos propres emplois. Donc voilà, c'est ça la finalité quand même, c'est de créer son propre emploi. Il y a plein d'autres projets à venir. Voilà, il y a plein de projets qui se construisent aussi autour. Exactement, c'est des projets en construction, donc il faut se donner le temps. Et donc en ayant eu ce chômage, ça me donne le temps et ça m'a donné le temps, puisqu'on sait que pour entreprendre, c'est délicat, c'est difficile, et il y a beaucoup d'embûches au-delà desquelles il faut passer. Et donc il faut entreprendre avec courage, il ne faut pas avoir peur d'aller à l'encontre de difficultés. C'est ce qui fait la richesse de ce parcours aujourd'hui, en tout cas, et moi je l'évoque avec fierté. En tout cas, voilà, je suis ravi d'être là aujourd'hui, de t'en parler,
de l'évoquer parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui restent coincés dans quelque chose. Souvent, on me dit comment t'as fait pour aller vers ce projet? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton job? Qu'est-ce qui t'a dit ouais, c'est bon, je peux y aller? Alors aujourd'hui, je dois dire que ok, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants à charge, j'ai pas de famille à charge, donc peut-être que c'est facile pour moi. En effet, je n'ai que moi à m'occuper finalement. Mais en fait, il faut se dire aussi que les opportunités, il faut se les créer. Et donc, contre vents et marées, à l'époque, et ça m'a valu aussi des larmes et quand même quelques crises de nerfs aussi, quand nos cercles les plus proches parfois ne voient pas forcément vers quoi on veut aller, y a des discussions assez animées, des discussions un peu violentes parce qu'en effet, les parents ils ont peur pour leur enfant, pour se dire mais qu'est-ce qui va te rémunérer, pourquoi tu vas aller vers ça, et finalement de fil en aiguille, voilà, mes parents finissent par me suivre dans mes projets, mais il y a quand même cette peur évoquée, donc je le prends pas comme étant un affrontement ou comme une confrontation, mais plutôt de dire ok, nous on a peur pour notre fils, t'as plein d'études, t'as fait ton bac plus 5 pendant ton parcours, t'as tout ce qu'il faut, t'as la tête bien faite et tu peux y arriver facilement, pourquoi t'entreprends pas ta propre entreprise? Et c'est vrai qu'un bâtiment comme ça, 4 murs, une toiture, une barrière métallique branlante avec le vent, on se dit qu'est-ce qu'on va y faire? Moi je vous invite à venir dans ce hangar, à y découvrir notre super resto qui fait office de cantine tous les midis, esprit cantine, esprit convivial, esprit brasserie de terroir avec des produits locaux, saisonniers, produits frais et circuits courts, dans lequel on peut y boire des coups locaux, du déjeuner au dîner, jusqu'à tard dans la nuit, 2h du matin, parce qu'on a une super licence 4, donc ça c'est top, on peut animer un bar, des concerts, des conférences et autres temps forts. Et donc on travaille avec énormément d'acteurs sur le territoire, énormément d'associations très clairement impliquées sur l'animation du territoire. Et donc ça c'est hyper riche en fait. Voilà. Et sur les 5-6 dernières années que tu as passées ici, par rapport à toutes tes années d'expérience avant, comment tu pourrais comparer les deux en termes de richesse, en termes de compétences et en termes aussi d'expérience humaine? Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, en fait, ce que j'ai fait avant, qui était pour une enseigne plutôt capitaliste, mais en plein développement, ça me correspondait entre 20 et 30 ans. Voilà, oui, en fait, tu avais vraiment la bonne vision à ce moment-là. J'avais cette vision-là. À ce moment-là, j'avais cette vision-là, et puis c'était à un moment donné une culture d'entreprise que j'ai partagée quand même, qui m'a amené à des choses. Quand on a 20 ans, on ne sait pas trop vers quoi s'orienter parfois, et c'est ça aussi que je partage dans mon parcours aujourd'hui. C'est de dire à 20 ans, on a des études en poche, on a un diplôme en poche ou pas d'ailleurs. Moi, c'était ma chance d'avoir pu suivre des études grâce à mes parents, grâce à ma famille qui m'a aidé et financé tout ça. Mais c'est pas le cas ça peut ne pas être le cas pour beaucoup de monde. Donc, il faut aussi bien partir de ça, de se dire, en fait, il faut se donner les moyens d'aller vers l'avant. J'ai eu l'occasion, à travers mon parcours, donc 20 à 30 ans, d'avoir des places à responsabilité sur lesquelles on m'a fait confiance. Et puis, arrivé à 29-30 ans, je me suis dit, ok, donc là, il arrive une nouvelle dizaine, 30 à 40, j'ai plus envie de refaire la même chose. J'ai pas envie de continuer là-dedans. Et quand on me dit, c'est la crise de la trentaine, probablement. Je me suis dit, à 29 ans, j'ai plus envie d'être là-dedans. Et indirectement, j'ai vécu ce burn-out, j'ai eu un accident de la route. Et en effet, c'est ça qui m'a fait lever le pied, entre guillemets, qui m'a fait lever le pied de ce comportement-là et de en tout cas de ces entreprises-là. Et j'ai cherché à renouer avec des entreprises beaucoup plus locales, beaucoup plus territoriales, beaucoup plus structurées. Là, aujourd'hui, j'ai 2 kilomètres à faire entre chez moi et mon lieu de travail, ce qui n'était pas le cas avant. Je faisais des centaines de kilomètres pour aller travailler. Je me disais, ok, j'ai un week-end de 4 jours, c'est cool, je peux faire 300 bornes, je vais rentrer chez mes parents, aller voir les potes. Voilà, ça c'était ma vie. Du coup, j'évitais une vie. Entre guillemets, j'avais ma vie professionnelle la semaine et j'avais une espèce de vie personnelle le week-end. Aujourd'hui, j'arrive à associer les deux. Je me lève tôt le matin, je fais ma journée comme je le veux. Évidemment que, allez, à 90% entrepreneurial, je vais très clairement régulièrement à des petits déj business, à des cocktails dînatoires business, à des déjeuners business. Et donc ça, c'est d'ailleurs le bon plan. si on est au chômage, entre guillemets, c'est un bon plan aussi pour dire, voilà, c'est les bonnes pratiques. Finalement, quand on est en situation d'aide au retour à l'emploi, participer à toutes ces actions réseau, c'est très clairement la porte que je conseille. Dans laquelle le message, c'est de ne pas rester à rien faire. Le message, c'est de ne pas rester à rien faire, c'est d'aller c'est réseauter, aller vers les gens qui ont peut-être de l'influence sur le territoire, aller vers les gens qui nous correspondent aussi, qui nous intéressent. C'est ne pas y aller par opportunisme. Ouais. Moi, j'y vais parce que j'ai envie de rencontrer ces gens, parce que je sais que je vais faire des belles rencontres, et parfois aussi laisser la vie faire ses surprises. Et très clairement, en fait, depuis que j'ai décidé de ne plus tout gérer dans ma vie, et en tout cas, peut-être des fois dans la non-décision, parce qu'on dit il y a la prise de décision, et d'être parfois dans la non-décision. Avant, je décidais de vouloir tout contrôler. Puis ça fait maintenant 10 ans que j'ai décidé d'écouter mon corps plutôt, et de me dire, ok, qu'est-ce que me dit mon corps ? En fait, des fois, si j'ai pas envie de me lever le matin, parce que je me sens trop fatigué, je prends 1 heure ou 2 pour dormir de plus. Par contre, si je me lève à 5 heures du matin, peut-être que je vais aller faire un footing, une marche à pied, puis je suis parti pour une dynamique de journée de 15-20 heures la journée, et puis on y va, quoi. Et donc, vraiment, c'est d'écouter, de s'écouter, d'écouter le corps pour qu'il nous conduise vers les bonnes énergies, en tout cas. Et aujourd'hui, voilà, j'ai besoin de quoi ? 4 à 6 heures de sommeil par nuit, et c'est parfait comme ça. Et j'ai plus de problème
plus trop de problèmes d'estomac. Voilà, je vais vers toutes ces personnes-là parce qu'il faut savoir aussi qu'un burn-out, forcément, c'est généré par des comportements addictifs. J'avais l'addiction au café, 10 cafés par jour pour tenir, parce que trop de fatigue, parce que trop de stress. Aujourd'hui, je choisis mes combats. Aujourd'hui, je choisis d'aller vers telle ou telle thématique. Si j'ai envie de travailler sur la transition alimentaire, c'est un choix. Personne ne me l'impose. Si j'ai envie de travailler sur la RSE, c'est un choix. Si j'ai envie de proposer des produits locaux, c'est un choix. Par contre, personne ne va m'imposer quoi que ce soit. C'est finalement un choix collectif qui correspond à des choix individuels. Et donc, on essaye ici aussi de s'écouter les uns les autres, de prendre du temps pour s'écouter et d'essayer de savoir aussi comment va l'autre. C'est pas juste bonjour, ça va, de manière un peu oui, on a l'habitude, oui, ça va. Oui, c'est Mais en fait, ça, c'est une expression toute faite. Tout le monde dit oui, ça va. Et en fait, derrière ça, qu'est-ce qui se passe réellement? Derrière ça, en fait, il y a peut-être des personnes en détresse, des personnes qui ne vont pas bien, mais comme on ne prend pas ce temps, on ne le sait pas. Et donc, du coup, moi, je suis vraiment dans cette partie-là. C'est-à-dire qu'au travers de ce projet, j'ai aussi tout cet aspect solidaire. Et si je dois aussi ajouter quelque chose, en fait, il se trouve que ce projet, il s'est présenté en 2018 et il s'est présenté au moment où finalement ma maman a déclaré une maladie. Et donc, du coup, en fait, moi, j'étais parti pour aller faire du Club Med, aller faire la fête, aller faire d'autres projets. Et en fait, je le dis aussi avec émotion et quelques frissons, à ce moment-là, en fait, je crois que l'appel naturel, c'était de dire, en fait, tu ne dois plus bouger, tu dois être auprès de ta famille. Et en fait, j'y suis auprès géographiquement. Je suis pas forcément tous les jours auprès d'eux, mais en tout cas, je sais que géographiquement, j'ai 20 km ou 20 minutes pour y aller. Avant, c'était 200, 300, quelques centaines de kilomètres pour y aller. Donc, en fait, à ce moment-là, j'ai écouté aussi mon instinct de dire, en fait, à l'instinct, c'est peut-être de rester auprès de ta famille, même si tu les vois pas tout le temps. Quelque part, ils savent que t'es pas loin. Et en fait, ça, c'est hyper important. Et moi, je suis revenu sur ma terre natale. Je suis né à Harfleur, j'ai grandi sur le Havre, et je vois le Havre depuis 10 ans être en pleine expansion. En fait, c'est une ville dynamique, c'est une ville riche, riche dans tous les sens, de tradition, de culture, le sport, les actions caritatives, les actions associatives et autres. Aujourd'hui, on a 1080 assos sur le Havre, c'est hyper fort, c'est énorme, c'est une ville dynamique. Voilà, il y a énormément de choses. Moi, j'en suis parti en 2007 en me disant, je sais pas quoi faire, je trouve pas d'entreprise qui me corresponde. Aujourd'hui, en plus, en me disant, il n'y a jamais rien à faire dans cette ville. Je me plaignais, en fait. J'étais jeune, je me plaignais à 20, 22 ans. Non, il n'y a rien qui me correspond. Je suis parti dans d'autres villes, Rennes, Quimper, Lille, région parisienne et autres. Puis finalement, aujourd'hui, au Havre, il faut choisir. Aujourd'hui, au Havre, on en est à devoir choisir les événements sur lesquels on doit se positionner. Autant le matin que le midi que le soir. Le soir, on va avoir des spectacles, on va avoir du cinéma, on va avoir des sorties, et on en est à devoir choisir, arbitrer nos sorties tellement il y a de propositions. Donc moi, je trouve ça tellement foisonnant. On a fait un 360 sur tout ce qui est proposé au Havre. Donc ça, je trouve ça énorme. Sur ces dernières années, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a vu, il y a 10 ans, je dirais, c'était un peu plus calme. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça monte de plus en plus, tous les événements, tout ce qui se fait en termes de business, en termes de projets. C'est très clair. C'est exponentiel. Moi, j'ai redécouvert ma ville au travers des 500 ans. J'étais fier de participer à cette première édition d'un été au Havre. Après, on pourra en penser ce qu'on veut, évidemment. C'est plein d'actions, il y a plein de gros groupes et c'est énorme comme manifestation. Ça fait bouger beaucoup de monde. C'est aussi on va dire, un événement d'attractivité. Mais en tout cas, grâce à 2017, j'ai fait le parcours. Cette année-là, j'ai participé à tout ce parcours d'un été au Havre et ça m'a permis de redécouvrir ma ville et de me dire, en fait, pourquoi je vais chercher ailleurs ce que j'ai sur mon territoire que je n'ai même pas découvert. En fait, souvent, on fuit sa propre vie ou sa propre ville en ne sachant même pas ce qui s'y fait. Et finalement, en allant chercher ailleurs, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on doit aller chercher. Donc c'est ça aussi, c'est le côté introspection qu'il faut essayer de retrouver. Et ce temps calme, je l'ai eu. Alors aujourd'hui, je suis à 400 à l'heure et je pense que tout le monde va s'en rendre compte dans cette vidéo. Mais j'ai eu aussi ce temps d'introspection où je me suis replié sur moi-même avec une nécessité de devoir, en tout cas, essayer de me retrouver moi. Oui. Entre le moment où j'ai quitté cette entreprise où j'ai fait le burn-out et le moment où je me suis retrouvé. Ça aura quand même pris, entre 2015 où j'ai quitté mon poste et 2018, presque 3 ans de reconstruction. Entre je reprends les études, je refais du bénévolat, je refais des festivals, je retrouve un rythme de vie lundi, vendredi avec quelques week-ends sur lesquels je peux faire des activités personnelles. Je retrouve du sens dans mes loisirs. J'ai plein de projets fous. Oui, ça en valait le coup, en fait, ces 3 ans de recherche. C'est 3 ans je me questionne, je sais pas vers quoi je vais aller, mais en tout cas, j'ai envie d'être en Normandie, j'ai envie d'être ancré sur mon territoire et j'ai envie d'être ambassadeur de ma région parce que j'y crois. Et pourquoi aller chercher en Bretagne ce que les Bretons savent faire alors que les Normands eux-mêmes ne défendent pas ce qu'ils ont à défendre. Donc moi, je suis ancré à ma Normandie, je le dis, je le défends et je regarde la caméra quand je le dis. Je suis ancré et je suis ambassadeur normand. Et je l'assume, avec les polos Saint-James, fait en France, fait à Saint-James, fait à côté du Mont-Saint-Michel. Et moi, en tout cas, je le prône et je le revendique. Parce que, c'est en soutenant
ces actions-là, en soutenant ce savoir-faire et en soutenant toutes ces pépites et tous ces savoir-faire locaux. Normalement, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller exporter, je ne dis pas tout ça, mais on voit bien aussi que l'écologie, quand on en revient à ça, l'écologie, c'est avant tout se pencher sur son propre cas, se pencher sur ce qu'on a besoin et se pencher sur quel est finalement le milieu dans lequel on évolue. Aujourd'hui, j'utilise moins ma voiture, je me nourris local, des bons plans, je fais de l'anti-gaspi, ça me permet de remplir mon frigo à bas coût, ça me permet de ne plus jeter, d'avoir un compost quand même assez fourni, de ne pas trop gaspiller, je m'habille français, pas forcément pour plus cher que des marques internationales d'ailleurs, qui ne vont durer que 1, 2 ou 3 ans parce que c'est de la fast fashion et que c'est du bas coût, qui fait travailler en plus les enfants. Enfin voilà, moi aujourd'hui j'ai trouvé sens. Et en tout cas, voilà, la seconde main, c'est très clairement ce que je fais au quotidien. Acheter des fringues qui ont déjà été portées, qui sont très propres, bah voilà, ne pas laisser dans un placard. Tout ça, c'est vraiment des choses qui m'animent. Et aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment la chance, en tout cas, d'avoir un réseau professionnel et personnel qui me fasse confiance, qui nous fasse confiance dans le cadre du Hangar Zéro et qui nous soutient. Et donc, le Hangar Zéro, je rappelle, c'est avant tout une initiative citoyenne qui appartient à toutes celles et ceux qui voudront le voir exister. Et ça, c'est d'autant plus d'actualité que ce Hangar Zéro, il a un financement hybride, complexe, je dirais pas compliqué, mais complexe à mettre en place, puisque étant une SIC, c'est un lieu qui doit associer dans son même modèle économique et dans son même modèle de prise de décision des citoyens lambda, des entreprises de petite taille, des artisans locaux, créateurs d'entreprises, parfois aussi novices comme nous on a pu l'être dans l'entrepreneuriat, et des collectivités territoriales. Donc en effet, avoir un modèle hybride comme ça, c'est complexe parce qu'il faut avoir un certain nombre de financements divers et variés. Et donc, quand on dit le hangar appartient à ceux qui voudront le voir exister, ça veut dire à toutes les personnes qui se sentent proches de cette initiative, et qui se sentent concernées par les enjeux écologiques et qui se disent « Ok, c'est un projet qui a toute sa valeur sur le territoire et qui a toute sa richesse et qui peut exister et qui doit exister parce qu'il répond à bon nombre d'enjeux territoriaux. » Voilà. Donc, soyez les bienvenus, soyez comme chez vous et sentez-vous comme chez vous ici au Hangar Zéro, mesdames, messieurs. Super. Bon, en tout cas, c'est un super message que tu nous as fait passer, Vincent, sur ton cas personnel, sur tout ce que dégage le Hangar Zéro. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bien sûr. Mesdames, messieurs, donc aujourd'hui, il faut savoir, Julien, comme je te l'ai évoqué, il me semble, la semaine dernière, sur les différents échanges que nous avons déjà eus, le Hangar Zéro est aujourd'hui en plan de sauvegarde d'entreprise. Pour justement pérenniser et tendre à pérenniser son activité. Et au travers donc de cette difficulté d'entreprise que de nombreuses entreprises de territoire d'ailleurs connaissent, c'est très souvent méconnu, hein, c'est pas mal d'être en PSE, c'est plutôt un nouveau départ pour le lieu qui était avant tout associatif, qui est désormais entreprise et qui est une entreprise qui doit aussi bien s'organiser, se structurer, apprendre à prendre les bonnes décisions, apprendre à bien s'entourer pour les prises de décision. Et dans l'actualité, nous avons une campagne de financement participatif avec différentes contreparties ou non, qui vont de 10 € à 1 000 €. Donc l'idée, c'est d'avoir un financement participatif de la part de citoyens, de la part d'entreprises, de la part de personnes qui se sentent concernées par le lieu, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de venir aider physiquement parlant, mais qui, par leur investissement financier, vont contribuer à ce que ce lieu se pérennise et à ce que ce lieu continue ses activités. Et de toute manière, soyons très clairs, nous ne lâcherons rien. Ça fait 5 ans qu'on est sur ce lieu, 7 pour certains, pour les plus longs, puisqu'on est en 2023 et 2016 a démarré le projet. Donc, soyez bien sûr qu'à 400 sociétaires aujourd'hui, voilà, on a envie de défendre ce lieu et on va tout faire pour que ce lieu puisse continuer à vivre. Il y a énormément d'initiatives que j'ai pu citer et je m'en excuse si j'en ai oublié au passage, mais en tout cas, voilà, il y a énormément d'initiatives et ce lieu doit exister sur le Havre. C'est pour moi l'avenir de la société, d'avoir des lieux hybrides. On a traversé entre deux la crise Covid, tout le monde était reclus chez soi. On a besoin de ce lien social, on a besoin d'avoir des bureaux où on se retrouve, d'avoir un bon café, d'avoir une bonne bouffe, une bonne table autour de laquelle on peut se retrouver avec une bonne bière ou un bon jus de fruits le soir parce qu'il faut boire avec modération. Voilà, et ça c'est très important, c'est le lien social. C'est vraiment le cœur du projet, le lien social en fait. Voilà. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos en description, le lien de la cagnotte. Le lien de la cagnotte, Mimosa, voilà, parce que c'est un projet de transition alimentaire et agricole, et donc on a fait le choix de la plateforme Mimosa avec 2 i,
Voilà, puisque c'est une plateforme qui accompagne tous ces projets de transition alimentaire et agricole. Et donc le Hangar Zéro est très clairement impliqué là-dedans, avec son resto, son laboratoire de revalorisation de fruits et légumes, notamment de fruits en fruits secs, les jardins à venir, la cantine des bénévoles, l'aquaponie évidemment, avec la centaine de cuves et les 4 bacs de truites arc-en-ciel normandes. Donc très clairement, on est impliqué là-dedans et on y tient. Voilà. Donc retrouvons-nous autour d'un bon verre. Merci, alors, Julien. Je vous mets toutes les infos en description, le site internet, donc comme j'ai dit, la cagnotte. Merci Vincent d'avoir présenté le hangar, de t'être présenté à nous, de parler un peu de ta vision des choses, etc. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.